Il m'avait dit une fois, il dit, des fois, on te déteste parce que tu nous donnes des coups de pied au derrière à nous aussi, les Québécois, les indépendantistes. Mais c'était des électrochocs pour essayer de réveiller vous, bande de caves. Arrêtez d'être des caves. Arrêtez d'être des joueurs de quilles ou des joueurs de babillard. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que la légende de la radio, la légende vivante, et j'ai nommé Gilles Proulx. Fait qu'un énorme merci à Gilles Proulx d'être venu au What's Up Podcast. Vous allez voir que même encore à son âge, le gars, il a toujours une grande gueule. C'est toujours pas terminé ça. Fait qu'un énorme merci à Gilles Proulx d'être venu au What's Up Podcast. Mais juste avant que je vous laisse l'écouter, j'aimerais dire un énorme merci à mes commanditaires qui sont encore une fois un énorme merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait que si vous êtes en train de vous chercher une cafetière en processus pour vous en trouver une, ben je vous encourage à vous prendre une Bellucci comme cafetière parce qu'en plus d'être d'excellentes machines à café, ben ils supportent un podcast local dont le mien. Fait que dites-leur merci en consommant leurs produits. Puis si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Ils sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Allez les voir dans leur local. Ils sont super sympathiques. Puis si vous ne pouvez pas vous déplacer, ben allez les voir sur leur site internet au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci à leur support. Puis si vous voulez le faire une contribution plus personnelle, ben je vous encourage à devenir membre Patreon sur mon Patreon au patreon.com/whatsappodcast. C'est pas cher, c'est 3-4$ pour vous autres, puis pour moi ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus, ça vous laisse vous allez pouvoir écouter les podcasts d'avance, puis pas besoin d'attendre qu'ils sortent un mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Puis en parlant de ma chaîne YouTube, si vous aimez le podcast, on n'oublie pas, laissez un petit thumbs up sur le podcast. Je vous encourage à vous abonner, laissez un petit commentaire positif dans la section commentaires. Ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Puis, je vous encourage aussi beaucoup à en parler si vous avez aimé le podcast. Fait que sur ça, je vous dis un énorme merci à Gilles Proulx, un gros merci à tous mes membres Patreon, un gros merci à mes commanditaires, puis aussi à tous ceux qui écoutent le What's Up Podcast. Fait que, on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, très content de le recevoir. Il était un des célèbres animateurs du Québec, numéro 1 à Montréal. On l'a vu aussi à la télé. C'est un honneur de recevoir Gilles Proulx. Ça va bien? Très bien, mon cher Alain, sauf que je t'en mets trop. Tu me mets comme Mohamed Ali, l'encore champion du monde, même s'il boxe plus. Je suis un homme d'hier maintenant. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je voulais te recevoir justement pour qu'on parle des médias aujourd'hui, tu sais, de ton œil, tu sais, parce que toi, tu as œuvré très longtemps dans les médias, fait que je me demande de quel œil tu vois ça aujourd'hui. T'sais. Moi, j'ai écrit l'histoire de la radio et je rappelais, puis j'ai enseigné 11 ans de temps dans des universités, la communication. Et j'ai commencé en 60, en plein dans la crise des missiles à Cuba. De Cuba, hein, ouais. C'était une crise aussi intense et épeurante que celle que nous connaissons actuellement. Mm-hmm. Et je remarque à travers l'histoire qu'à tous les 10 ans à peu près, la radio dans son système, ou la radiodiffusion en général, change de visage, change de personnalité. Alors, on a eu la période embryonnaire avec 1918, la première radio en Amérique du Nord est née ici, à Montréal, sur la rue William. La décennie 20 est celle qui commence à courtiser la grande culture. On se branche sur des réseaux américains pour offrir des grands concerts, et pourtant, l'auditoire est ignorant. L'auditoire n'est pas ce qu'il y a de plus instruit. On est dans les années 20. Mais aujourd'hui, apparemment avec des diplômes, la radio n'a jamais été aussi abattardissante,
aussi superficielle et aussi à l'avant comme je te pousse, dans ce sens que de la vraie radio, dans la décennie actuelle, là, il y en a pas beaucoup. C'est quoi que t'aimes pas? C'est quoi que t'aimes pas là-dedans? La superficialité, les ricanades, les remplissages d'antennes parce que tu sais pas quoi dire. Alors, il n'y a plus de préparation. La formation n'est plus la même parce qu'il n'y a pas de patron au-dessus. Et nos patrons, moi, dans mon temps, j'ai commencé en 62 et j'avais un patron. Il avait toujours fait un collège classique. J'ai attrapé le complexe du collège classique à un point tel qu'à 30 ans, je suis allé au collège Marie-Victorin, ici pas loin, pour me recycler, faire mon deck. Et je voulais embarquer dans le groupe de ceux qui, en tout cas, se vantaient avec un diplôme. Et aujourd'hui, il n'y a rien de ça. Quel que soit le diplôme que tu peux avoir, on dirait que les jeunes, et ceux qui sont derrière un micro et tout, s'intéressent qu'à l'immédiat, s'intéressent à la superficialité pour remplir du temps à l'antenne. Je te donne une émission d'une demi-heure, tu vas être 5 minutes à me parler de quoi, je ne sais pas, je connais pas, ou le pape vient de mourir, comme j'ai entendu, là on est dans l'actualité récente, des grosses personnalités. Ouais, le pape vient de mourir, qu'est-ce qu'il a fait lui, le particulier? Ça prouve que c'est un gars inculte, ça prouve que ce gars-là vit en marge de la vie de la société mondiale également. C'est important. Alors, on s'y arrête pas. Et ainsi vogue la galère. La carrière continue. On est superficiel. Une autre, elle va exploiter le botox. Et puis, elle va te mettre du plastique partout, sous les yeux, puis autour du ventre. Et puis, faire de toi une belle fille qui va pincer des gars. Mais le botox, ça se limite à pas mal au plastique. Faudrait pas que la fille qui est animatrice sur le botox échappe de la cendre de cigarette sur ses seins, elle passera au feu, tellement elle a du plastique. Alors, on a cette vague-là. On a eu la vague des joueurs de hockey, à un moment donné. À Mario Tremblay, qui était très bon, j'ai donné des cours, moi, à Mario Tremblay. Et quand il a quitté sa carrière, il n'y a pas longtemps, il dit, il y a un gars que j'oublierai jamais dans ma vie. Il dit, c'est Gilles Proulx. Il a appris à me défaire des six jarrets, par exemple. Et puis Mario, c'était déjà une idole pour moi. Mais il y a eu cette... Et après Mario Tremblay, il est venu d'autres joueurs de hockey aux autres antennes, n'est-ce pas? Alors, ça a été cette vague. Après ça, on a la vague des cuisinières. On peut bien être obèse, matin, j'ai jamais vu autant d'antennes et d'écrans parler de la nutrition. Et pourtant, quand tu regardes à l'œil nu dans la rue, tu notes depuis une dizaine d'années comment les Québécois, influencés par le fast-food, sans doute, par l'Américain, deviennent des gros et des grosses qui ont 20-25 ans. L'obésité existe chez les jeunes. Quel a été le rôle de la radio et de la télévision là-dedans? C'est de l'encourager et de publiciser, évidemment, tout ce que ces gens-là veulent vendre aux adeptes du tour de taille. Alors, comme tu vois, il y a eu une autre période dont j'ai trempé, c'est avec ça que j'ai percé, mais ça m'a pris du temps à percer, avec le Journal du Midi, qui était une émission, en tout cas, de tintamarre, mais de sensibilisation historique en même temps. Bien sûr, il y avait des coups de poing sur la gueule, puis des coups de pied derrière, mais il y avait aussi l'amour d'autres pays. J'ai fait 102 pays. Et je revenais pas du pays pour dire, regardez mes photos, ça c'est la plage. Ça, c'est l'hôtel Hilton. Pas ça, voyager. Mais là, c'est quoi? Vous dites que ça a pris du temps à faire votre place en radio? J'étais comme en attente. Les coups de poing sur la gueule, je suis rentré comme un simple disc jockey à CKBM Montmagny. Fait que tu mettais la musique, tu sais, c'est ça. C'était de la musique. Ouais. Mais au moins, la chanson du temps, il y avait une conscience. Le Québec s'éveillait, on était en 62. Alors, c'était les chanteurs québécois et français qui occupaient l'antenne. Aujourd'hui, t'as pas 2 disques de Québécois qui tournent. Et si ça tourne, c'est peut-être durant la nuit, à 4 heures du matin. Mais, puis là, les patrons disent, on a répondu aux règles de la Régie des ondes qui nous inculquent le désir et le devoir de diffuser des disques canadiens ou québécois. Alors, comme tu vois, dans l'histoire de la radio, je te recule en 1955-6, il y a CJMS qui est né un peu auparavant.
C'était l'abbé Gadebois, un prêtre en vue qui propageait l'amour de la chanson française. Et il a demandé à la Régie des ondes, j'aimerais ça ouvrir un poste qui va être consacré à la promotion du disque canadien-français dans le temps. Et c'était CJMS, qui veut dire Canada, je me souviens. Tu vois que chaque lettre d'appel avait une signification. Ouais. CKVL, Canadian Kidosical Verdun Lakeshore. CKAC, Canadian Kidosical Amérique catholique. Tu vois, ça correspond à des mentalités des prédominances du temps. Alors, mais je reviens justement à CJMS, où l'abbé Gadebois engage Jean Duceppe, Paul Dupuis, des personnalités connues pour monter la cote de cette station qui était quasiment une morte-née. Elle est en train de mourir déjà. Et il arrive, rue Saint-Laurent, un café, un club qui s'appelle le Montmartre. Très français dans ce temps-là. On s'alignait sur la France. Pourtant, nous étions plus colonisés qu'aujourd'hui. Et parmi ceux-là, il y avait un gars qui était un acrobate. Il faisait des spectacles, des beaux gars, des belles filles. Et il se lie d'amitié, ce gars-là, avec un autre gars qui est dans la salle. C'était un auditeur qui avait du temps à perdre, je ne sais pas. Il était là tous les soirs. Alors, il commence à jaser avec, et puis il dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Dis-moi, il dit « Je suis directeur du poste CGMS au bord de la rue. » Ah bon, c'est intéressant. Et après son contrat qu'il achevait à ce gars-là, je maintiens le nom secret pour prouver comment, des fois, une coïncidence fait éclater. Alors, toujours est-il qu'il lui dit « Écoutez, moi, je veux pas retourner en France. J'aimerais ça rester ici. Vous n'auriez pas un job pour moi. » Il dit « Pauvre gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Il dit « Je suis à la tête d'un poste qui est à la veille de fermer. » Le gars, c'est André Ruffiange, qui a été un columniste pendant des années au Journal de Montréal. Un gars qui a fait de la radio, un peu de télé, qui avait une belle culture de communication en lui. Il dit « J'aimerais bien ça t'aider, mais j'ai de la misère à récolter mon propre salaire. » Mais il dit « Je vais faire une affaire avec toi. » Ah oui? Il dit « Je vais te prêter des ondes la nuit, de minuit à 6, ça te tente, et puis là, ben, tu te débrouilleras, peut-être qu'il y a des gens qui vont t'aider. » Incroyable, pareil. Est-ce qu'on aurait pu penser ça? Alors, le gars anime, et ce soir, il remercie Saint-Hubert Barbecue qui a envoyé une poulet. Et puis, le lendemain, il s'est lu au Ticoc Barbecue. Et puis, il mangeait bien du poulet. Il remerciait le motel Cozy qui avait offert un drap et un matelas. Tu vas voir comment le gars était intrépide et vraiment décidé à faire quelque chose. Ouais. Mais ça pouvait pas marcher éternellement. À un moment donné, à 6 heures du matin, il s'en allait se coucher. Il entend dans les radios des salles de nouvelles, dans ce temps-là, on avait des radios police. Alors, on entendait tout, le répartiteur de la police, on entendait tout ce qu'il y avait comme trouble à Montréal. Et c'est comme ça, avec la radio police qui émettait des messages où le reporter arrivait avant la police. Alors là, le gars, le répartiteur, commence à dire voiture 2232, pont Jacques-Cartier, voiture 2238, rendez-vous pont Jacques-Cartier. Alors là, on écoutait ça, ça devait être grave. Finalement, il y avait 3-4 voitures qui avaient été appelées. Et le gars en question, il dit au petit reporter, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver le nom de ce reporter. C'est un gars qui va influencer Claude Poirier un peu plus tard. Mais il écoute ça, puis là, le gars, il dit au petit reporter, il dit, écoute, moi, j'aimerais ça voir ça, un reportage sur les lieux. Je peux-tu aider avec toi? Il dit, ben oui. Alors, ils partent tous les deux en voiture. Ils arrivent au pont Jacques-Cartier. La police était là. Les caméras. Le Montréal matin. Le Journal de Montréal n'existait pas. Et il dit à la police, écoutez, moi, de métier, je suis un acrobate. Et si vous voulez, vous me donnez la permission, je vais aller vous chercher le gars qui était au-dessus de la rue Craig, la rue Saint-Antoine. Ah, fait qu'il fallait qu'il grimpe pour se rendre oui, là. Voilà, il dit, je suis un acrobate. Ouais. Alors, la police est là, puis les policiers ne veulent pas monter, ils ont peur. Ils ont peur d'un chat dans l'arbre. La police de Montréal, c'est connu. Alors, il grimpe sur la poutre, il monte jusqu'à la hauteur de la rue Craig,
Il commence à dissuader le gars, écoute, pauvre vieux, t'es pas pour faire poser un geste aussi fatal, puis t'as une pète d'abo, puis après, il y en aura une après-demain. C'est ça comme ça que tu dois te parler. Arrête-moi ça, c'est l'histoire de broyorama pour une femme. T'es un faible. Il l'encourage en le secouant dans le derrière. Il réussit à le faire plier. Il le ramène sur son épaule, puis il descend de la structure, puis le Montréal Matin le photographie. Et le lendemain, Frenchy Jarreau devient l'As reporter. Et Frenchy Jarreau, là, va être intégré à CJMS avec un salaire et devenir la vedette qu'il est devenu. Ah ouais, fait qu'il a créé son propre nom, dans le fond, avec un cette événement histoire. l'a créé. Mais Comment ouais. des fois une anecdote ou un événement peut te mener loin. Surtout, c'est ça, quand on fait preuve de détermination. Hein, t'sais. Puis là, c'est ça, avant que je t'amène sur ce terrain-là, tu parlais à quel point que les médias aujourd'hui, tu trouvais que c'était de surface. Que c'est de qu'est-ce que je comprends, c'est que tu leur reproches de ne pas aller assez en fond. Les gens ne lisent pas. D'abord, les critères d'embauche. Dans mon temps, le gars ou la fille qui t'embauchait, elle avait fait son classique. Et ça, c'est plus universel. C'est quoi comme ça, culture. le classique? Collège classique, ce qui a précédé les cégeps, qui sont devenus des catastrophes, les cégeps. Hey, j'ai fait mon cégep, moi, puis après, change-moi donc de ça ou de ci, ils sont pas capables. Alors, mais le collège classique c'était le lycée français, en quelque sorte, et ces gens-là parlaient éminemment bien la langue, et ils te reprenaient quand tu faisais des fautes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Plus tu fais des fautes, plus tu te trouves drôle. Ça te prouve que les diffuseurs sont rien d'autre que des épiciers. Le diffuseur va demander au petit animateur je t'ai écouté hier, appelle donc le vendeur, le chef vendeur, ouais, est-ce qu'il a vendu beaucoup de canisses de peinture, lui, hier, avec sa sortie qu'il a faite contre la météo? Alors là, on disait, on a vendu, je sais pas moi, 14 boîtes de peinture. C'est un peu comme ça qu'on évalue maintenant la force de l'animation dépendant des coups de téléphone qui se donnent. Et ça m'amène à te raconter comment la publicité spontanée est née. On est dans la décennie 28, 29 à peu près. C'est cassé et la station est presque seule. Il va arriver CHLP un peu plus tard. CHLP, la patrie. Et toutes les radios qui naissent à cette époque, à Trois-Rivières, à Québec, à Gatineau, que tu as connu, il y a eu CKCH à Gatineau, qui a été une pépinière de lancement de bons animateurs qui sont rentrés à Montréal. Bernard Delhomme avait passé là, je pense, ou combien d'autres. Rimouski, pareil, c'était des pépinières de formation. On dit bien de formation, ce que la radio n'a plus aujourd'hui. Elle n'est pas capable d'offrir une formation, ils sont pas plus formés eux autres. Ils sont formés pour la poche. Ils font de l'argent cette année. Mais malgré que l'industrie de la radio demeure la plus pauvre de l'industrie de la communication. Fait que c'est quoi? Il focus plus sur à quel point que l'animateur va rapporter de l'argent que de donner du contenu de qualité ou de... Voilà. Dépendant des cotes. Alors là, on peut pas le mettre dehors. Il y avait de la pression pour... Moi, les patrons, il y en a qui m'ont compté des commanditaires qui m'ont demandé, ils veulent pas annoncer ici si c'était en ondes. Alors, mais il cédait pas. Pour aimer le monde, t'es un gars de radio. T'as vu mon patron. Puis j'étais une des grandes gueules. On nous appelait les Rambo de la radio. Le Devoir nous avait baptisé ainsi, c'est-à-dire Pierre Pascot, une cote colossale. 222 000 l'après-midi à 1h. C'est pas des cotes, des périodes de cotes, ça. Ouais. Et en Québec, André Arthur, qui était le roi de la communication, et moi, j'étais à CJMS, et je commençais, mais j'avais commencé à percer. J'ai passé de 35 000 que Huguette Proulx, de regretter mémoire, je ne suis pas parlant avec elle, elle avait laissé le micro à 35 000 le quart d'heure. Mais elle avait été embauchée dans le temps à 75-80 000, mais elle baissait constamment. Des phénomènes d'usure, parce qu'on se renouvelle pas assez justement avec la conjugaison du temps. Alors, j'avais pris son micro puis à 35 000, puis je l'avais monté à 60 000, premier sondage, mais c'était bien peu par rapport à Pascot, par rapport à Arthur, qu'on appelait le roi de la radio, qui était un bon animateur, mais il avait un maudit mauvais don. Il rentrait dans la vie privée beaucoup trop souvent.
dans ses énoncés. Je me rappelle, CKC l'a embauché pour qu'il ait une antenne à Montréal. Ouais. Il travaillait à Québec. Et là, quand j'ai vu ça, Arthur s'en vient, moi, j'étais le gars là, qui fonçait, qui montait tranquillement. Je me suis dit, je vais me faire écraser. C'est lui le roi de la radio, je l'admettais. J'étais un compétiteur, je ne peux pas vous dire que c'était pas bon. Il était bon. Il était bon, mais il avait un défaut de trop rentrer dans la vie privée. Et il se permettait. Mais il y avait un bel ABC, il avait fait son classique, ça paraissait dans son élocution. Alors, quand j'ai entendu ça, mais je l'ai écouté, la première journée qu'il arrive à Montréal, c'est là qu'il a oublié de faire la distinction entre la sociologie de Montréal et de Québec. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça, la sociologie de Montréal? Le comportement, l'analyse à Québec, les Montréalais ont eu des fins finaux. Ouais. Et puis à Montréal, Québec, c'est des chauvins. J'ai travaillé à Québec aussi. Combien de fois je me suis fait dire « Ah oui, mais écoute, t'es pas à Montréal, ici à Québec, c'est pas pareil. Ça, c'était le gros slogan pour te rabrouer. Ouais. C'est pour dire que tu connais pas la réalité de la région, là. Voilà. Puis la méconnaissance des comportements collectifs. Et toujours est-il que, quand je l'écoutais, Arthur, à CKC, aujourd'hui, je vais vous trouver les noms des petits gars qui ont couché avec Bourassa. Là, je me suis dit, ça y est, il n'a aucune chance de percer. Il m'ouvre la voie et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Il s'est cassé la pipe à Montréal. Mais il demeurait toujours le grand roi de Québec pour la mentalité de la place où il se permettait d'écorcher et déchirer bien des réputations nobles. Mais tu vois, ça a été la décennie des Rambo, les grandes gueules qui commentaient la nouvelle. Ouais. Alors, ça a été ça. Comme moi, qu'est-ce qui va finir par me lancer? On est rendu en 89, 90, et je suis en Belgique. Éclate à Montréal, les Belges me disent ça. Alors, vous malmenez les Indiens chez vous? Ah oui, on les malmène, on leur donne qu'1 milliard 400 millions dans le temps. L'argent ne se rend pas, monsieur le Français ou le Belge, qui trouvait que nos Indiens, ce sont ceux du grand philosophe, l'homme est un roseau qui plie mais ne brise pas. Jean-Jacques Rousseau, non? Pascal. OK. La phrase de Pascal. Oh, oui. L'homme est un roseau qui plie mais ne brise pas. Alors, toujours est-il que, en rabrouant les Belges comme ça m'interpellait. Je rentre mardi en onde, et puis une crise qui prend de l'ampleur, qui était la crise de Oka qui se développait. Et je rentre en onde, j'entends mon ami Mathias Rioux, qui est un professeur d'histoire. Il était devenu animateur, c'est moi qui l'ai fait rentrer à CKVL. Et il dit, on leur doit beaucoup, vous savez. On leur doit le sirop d'érable, on leur doit les mocassins, on leur doit la raquette. Mais ça se peut-tu dire des sottises de même rendre un hommage? C'est sûr, de référence historique, ce qu'on leur doit. Mais pour l'instant, ils nous doivent le Pont-Mercier, puis ils nous doivent un village au complet, à Oka, où les gens ont sué pour avoir leur maison, ils sont même pas capables de rentrer dedans. C'est ça qu'on leur doit. Et qu'est-ce qu'on fait face à ces revendications folichonnes? Je suis allé à contre-courant. Tout le monde trempait dans le courant de la sympathie à l'égard des Iroquois, des Mohawks, qui étaient une bande de bums. C'était une trentaine de bums qui étaient des anciens Marines, puis qui s'étaient emparés du noyau de Kanawake, à Kwasasne et à Oka. Oui, mais c'est parce qu'à la base, il y avait l'affaire du terrain de golf, là, qui était... C'était une histoire de terrain, d'agrandissement de terrain de golf. Mais ça, c'est pas le réserve. C'est ça encore que l'ignorance ne sait pas. Ce territoire-là je viens de le dire, est un territoire et non une réserve. Par conséquent, les Oblats et les Sulpiciens, qui étaient les grands propriétaires de l'île Jésus, de l'île de Montréal, leur avaient cédé ce territoire-là pour qu'ils soient éloignés un peu, en tout cas, de l'influence urbaine. Ces Indiens catholiques à qui on va donner des noms français sont dus à la présence de Frontenac
qui, au lendemain de la vengeance du massacre de Lachine, était parti, il avait 72 ans, il faut le faire, hein, puis en canot, puis à pied, puis d'ici à l'Iroquoisie, on est presque à New York ou à Albany, en tout cas, c'était ça leur territoire, et ils vont ramener des Amérindiens ou des Autochtones, faut-il dire maintenant, quant à être fou, arrêtons de changer, dites plus Esquimaux, c'était beau le mot Esquimaux, mais c'était pas le nous, c'est des Inuits. Ah non, pas des Inuits, c'est des Inuits. Les Inuits, c'est les montagnais. Alors, chacun avait ses caprices d'identité. Mais tout ça pour te dire que les prêtres, il y avait des Jésuites qui suivaient l'armée française quand ils sont entrés en Iroquoisie, puis ils ont payé une traite, ils ont brûlé leur longhouse, leur grande maison, et puis ils ont abattu nombre de colons américains qui étaient là, de Boston notamment, et puis ça a été la vengeance pour le massacre de la Chine. Et en rentrant, on a eu cette poche de groupe d'Amérindiens, on les a installés à la prairie, il y avait un petit fort là, et puis la population, il n'y avait pas de contrôle des naissances, grossissait, et puis ça permettait, ils avaient des perceptions sexuelles qui étaient plaisantes pour les enfants des colons, ce qui faisait que les enfants de Le Gardeur à Repentigny, dans ce coin, partaient en canot, c'était loin, pour aller à la prairie, puis avoir du plaisir avec les filles. Et là, ça va agacer les curés. Ils vont les déménager au Sault-Saint-Louis, où la petite paroisse est encore là, debout, qui est devenue Kahnawake. Et de Kahnawake, la population grossissait. Le taux de natalité n'était pas contrôlé avec eux autres. Alors, on les a déménagés au Sault-Récollet, c'est-à-dire à Huntsic ici, où l'église est encore debout. Quel est l'animateur qui sait ça? Puis, il n'y a pas 2 gars ou 3 filles et demie qui est capable de recueillir ce que je te dis. Et encore une fois, là, on a définitivement trouvé un terrain pour eux autres en les envoyant à Oka ou à Kanazatake. Et avec les troupes que l'on connaît qui ne sont pas réglées, parce qu'ils profitent de l'imbécilité du pouvoir blanc, parce qu'ils profitent de la naïveté, de l'ignorance des politiciens qui ont peur de se faire beurrer aux Nations Unies. Mais le rôle d'un animateur de radio qui parle et qui dit des choses, c'est son rôle, ce qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ça, tu dis que la rectitude politique a gagné sur les animateurs de radio? C'est une calamité, la rectitude politique, parce qu'on ne sait pas ce que je vais dire. J'ai lu ça dans mon téléphone, ou me pitonnant. Ah oui. Et on ne sait pas ce que ça va provoquer comme réaction, fait qu'on n'en parle pas. Donc, on fait de l'autocensure. À cause qu'ils sont, sans le dire péjorativement, mais ignorants, incultes, dans le sens que vu qu'ils savent pas, ils ont peur de dire de quoi qu'ils savent pas de quoi qu'ils parlent. C'est l'ignorance historique. Pourquoi nous n'enseignons plus l'histoire du Canada et du Québec? Où nous étions, nous, si on existe encore, baptême, on est 8 millions contre 330 millions sur le continent. On existe encore, c'est pourquoi c'est grâce, ça a pris 200 ans aux Anglais de nous battre, pour nous battre. Ça a pris 200 ans avant qu'arrivent les plaines d'Abraham. Et avant ça, il y avait des guérillas, et on battait les soldats anglais un peu partout. Il y a eu des échauffourées un peu partout, et avec les Duquesnes, puis de combien d'autres, et avec surtout des alliances avec toutes les nations amérindiennes d'Amérique étaient avec la France, sauf peut-être les Sioux dans l'Ouest, je ne sais pas pour quelle raison, on était des trafiquants de fourrure, et avec les Iroquois, de l'Iroquoisie, et ces gens-là étaient nos ennemis parce qu'ils s'étaient donnés aux habits rouges, qui, en arrivant en Amérique, les habits rouges se sont installés dans ce coin, Boston, tout les autour. Britanniques. Là. Alors, ils étaient avec eux autres. Maintenant, ça veut donc dire que nous avons tenu 200 ans de temps grâce à ces gens qui étaient tous nos alliés, les Atikamekw, les Hurons, bien sûr, les Hurons, surtout les Algonquins, les Montagnais, qu'on appelait les Inuits, ou qu'on devrait, et etc., etc., et j'oublie les Abénakis, les Atikamekw qui étaient sur le chemin de Saint-Michel-des-Saints,
la Naudière, un endroit que tu connais bien. Mm-hmm. Et les Abénakis sont du côté de Sorel dans les terres, s'étendaient même jusqu'aux États-Unis. Ils ont été les plus féroces guerriers après les Iroquois du côté des Français. Mais M. Proulx, si on en revient plus, maintenant, plus actuel, les animateurs de radio, dans le fond, les médias traditionnels aujourd'hui. Fait que, ben c'est ça, c'est ça que tu dénonces un peu, cette forme de rectitude politique-là qui fait que il y a une autocensure. Par ignorance. Le pire ennemi du Québec, c'est l'ignorance. On ne connaît pas notre histoire. On a éliminé l'histoire à une période au nom du rattrapage technologique. Le PQ, même le PQ souverainiste, quand il a pris le pouvoir en 1976, a négligé l'enseignement de l'histoire. Je me rappelle d'un discours de René Lévesque qui avait dit « Oui, mais on a trop de retard à récupérer sur l'Ontario. » Ils étaient déjà rendus dans l'électronique pas mal. Et toujours est-il qu'on abandonne l'enseignement de l'histoire. Et je me rappelle de la réflexion. Ces gens-là du Parti québécois disaient « c'est aux parents de transmettre le goût de l'histoire. » Les parents, ils ne connaissaient pas grand-chose. Ils connaissaient de la déformation peut-être. C'était pas des pédagogues. Alors, ce sera aux parents d'amener ses enfants au Fort Chambly et lui dire ce qui s'est passé là au Fort Chambly. Mon calme a couché là même. Bon, c'était un chemin très court pour dire on remplace l'histoire par des visites des lieux historiques dont on n'a pas beaucoup sur le territoire, des lieux de renaissance de l'histoire. Sous le régime français, il n'y en a pas beaucoup. Le seul bâtiment militaire français qu'il reste, c'est le Fort Chambly. Et on va me donner d'autres endroits. La forteresse de Québec, elle est des Britanniques. C'est les Britanniques qui l'ont modifiée après Montcalm. Alors, il n'y en avait pas. Puis il restait la forteresse de Louisbourg. Mais là, il faut aller en Acadie pour rencontrer ça. C'est bien beau, les bâtisses qui te parlent, qui te donnent une partie de cours d'histoire. Mais ça a été une erreur épouvantable. Aujourd'hui, on a réintroduit l'histoire, mais à partir de 1867. Non, mais c'est quoi ce qu'il y a? 1867 n'est-elle pas la conséquence de 1837? Les Patriotes. Mm-hmm. On fête la fête des Patriotes. Pourquoi est-ce qu'on est en congé aujourd'hui? C'est la fête des Patriotes. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Mais j'aime bien le congé, par contre. Ouais, j'ai vu une affiche dans la caisse de jardin là, qui en parlait. Oui, la caisse. Bon, une bande d'ignorants. Après avoir eu Claude Bélan comme président, qui est un gars dynamique, averti et connaisseur en histoire, qu'on le regrette donc, Claude Bélan. Ah. Et aujourd'hui, c'est des petits affairistes du Parti libéral. Parce que pour être pour le Parti libéral, il faut avoir un côté gnochon, ignorant et peureux. On marche avec des rumeurs pour faire peur au monde. Ou encore, être un voleur. Ben ouais, mais c'est dur ce que tu dis là. Ben ouais, mais qui passe devant les commissions d'enquête avec les sacs de poche qu'il a le temps de porter pour aller la donner à un autre, puis un autre? Alors, j'ai eu ce culot-là de le dire. Mais il y a bien des gars du Parti libéral qui m'ont dit « T'as raison. T'as raison, dans le fond. » Même à l'interne, ils t'ont ils disaient « C'est vrai que c'est une image dont on doit se défaire. » Se départir. Mais vous vous en déferez pas parce que vous n'êtes pas intéressé à l'enseignement d'histoire. La preuve est là. Regardez vos résultats dans les élections. Vous ramassez que Montréal, l'ethnique, comme avait dit Parizeau, et les Anglos, qui, eux autres, sont bien contents de la conquête. Ils veulent pas que rien change. Mm-hmm. Alors, toute cette ignorance terrible ne sert pas à faire de la sensibilisation dans les médias. Mm-hmm. Moi, quand j'ai quitté le Journal du Midi, j'ai eu au moins la chance de rencontrer le bras droit de Pierre-Carl Péladeau. Et puis, il me rencontre, il dit « Gilles, c'est un maniaque d'histoire, toi. Si tu avais un micro que je te donnerais, qu'est-ce que tu ferais? » Ben, je ferais une série qui s'appelle « Mémoire de Proulx ». Ça a duré 3 ans. Alors, je parlais des lieux historiques, puis le Fort Chambly, puis le Richelieu, puis qui s'appelait la rivière des Iroquois. Puis je parlais de tout. Ça créait un engouement incroyable. J'ai publié un livre, l'histoire de la Nouvelle-France, ce qu'on aurait dû
vous enseignez. Et j'en ai vendu 25 000. C'est énorme au Québec, 25 000. On lit pas. Ouais. Alors, tu vois, ça a été une période de radio, une décennie importante qui n'existe plus. Et aujourd'hui, je voudrais y retourner au micro. Ben d'abord, j'ai 85 ans. Ça prend du souffle, faire ça. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de ce que tu peux dire. Ils ont peur de... Oui, ils auraient peur. Premièrement, c'est des ignorants. Il y a le poste de Montmagny. J'ai travaillé pour eux presque gratuitement. Je disais, Montmagny m'appelle, Gilles, j'aimerais ça t'avoir comme correspondant, faire des topos, puis aimerais-tu ça faire quelque chose? J'ai dit, combien vous payez? On paye 20 $. Ouais. Je vais faire une affaire pour vous autres. C'est un sentiment de respect que j'ai pour Montmagny, puisque vous êtes les premiers, en 1962, à m'avoir donné une chance d'être derrière un micro. Ils n'étaient plus là, ces gens-là. M. Poitras, puis Deschaines, et puis tous eux autres, que je salue affectueusement. Et Matane par la suite. Alors, ça n'existe plus. Mais c'est que tu trouves que sont trop beige? Ils n'osent pas prendre le micro? Ils n'ont pas de couleur, que tu parlais tout à l'heure, les grandes gueules. Ouais. Il n'y en a plus de ça. Ils achètent la paix, puis ils veulent pas... Ouais, ils n'ont pas le talent de la communication. Ils pensent qu'ils l'ont, mais personne ne les reprend. Mais ça, moi, j'ai connu des périodes, j'ai eu Roger Beaulieu. Est-ce que ça te dit quelque chose, Roger Beaulieu? Mais non, c'est sûr que non. Non, hein? Non. C'est incroyable. Ça a été un bonze. Ça a été le roi de la radio longtemps, Roger Beaulieu. Il avait commencé... Fie-toi pas sur moi. Moi, j'étais un gros ignorant, OK? D'accord, mais... Moi, je m'assure. Non, mais... Moi, j'essaie d'apprendre, justement. Il était mon patron à CKLM. Puis Roger, c'est une sommité. Gilles, après l'émission, viendrait me voir au bureau. Je t'assure qu'en allant le voir, c'était pour me faire reprendre. Vous avez dit ceci comme ça, vous deviez le dire plutôt comme cela. Des fautes, ils nous prenaient. Ben, c'était des patrons qui étaient derrière le banc d'hockey et puis qui nous instruisaient en même temps pour qu'on s'améliore. Ils nous mettaient pas dehors pour autant, hormis que ce soit flagrant, mais ça n'existe plus, ça. Roger Beaulieu. Guy Darcy, des patrons qui étaient des géants, Pierre Chouinard, le frère de Jacques Normand, et Roger Lebel, qui était une vedette à Québec, à CHRC, qui est rentré à Montréal, c'était un bon de Québec, qui rentre à Montréal, c'est un gars qui avait une notoriété. Il transportait ces gens-là, Suzanne Lapointe, j'en oublie, Jeannette Bertrand, qui a travaillé aussi un peu partout dans les antennes de Montréal. J'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez qu'il manque la pluralité d'opinions? Qu'il manque une diversité d'opinions aussi dans les médias? Actuellement? Ouais. Ouais, on n'en a pas. Des fois, on a des opinions saugrenues de travers parce qu'on connaît pas l'histoire. Tu sais, comme le gars, il dit « Qu'est-ce que tu as fait, ce pape-là? » Hey, sur quelle planète tu vis? Je vis dans mon petit monde, je suis un comique le samedi soir à tel endroit, et puis je suis riche. Alors, la promotion est limitée à son petit couloir. À lui, ça le rend encore plus individualiste que collectif. Alors, je ne sais pas quel avenir peut-on déterminer pour ce média. Il est encore important, il est comme le train. Il a été dépassé par le TGV, le train ordinaire. Il sera toujours là. Il a été dépassé par l'avion. Bon. Mais, quel avenir a cette radio-là? Elle va être là comme service compensatoire. T'es sur le pont, t'es pris dans le trafic, va écouter la radio pour voir. Mais pour le reste, c'est sûrement pas pour faire une cueillette d'informations qui va t'apporter du nouveau. D'autant plus que cette radio-là est devenue une radio d'accompagnement. On l'entend parce qu'elle nous joue des disques américains autant que possible. Mais est-ce qu'il y en a que vous aimez? Vous critiquez beaucoup, mais est-ce qu'il y en a, vous trouvez qu'il fait une bonne job? Comme moi, exemple, Benoît Dutrisac, j'adore qu'est-ce qu'il fait à la radio. Là, en ce moment, avec tout ce qui se passe à Montréal, l'élection qui s'en vient, il te les lâche pas, là, projet de destruction Montréal. Là, fait que... Benoît est un gars, il m'a remplacé au Journal du Midi. Et je me rappelle, il avait dit, je rentre dans une grosse paire de bottes. Et je l'écoute, je l'aime beaucoup, parce que il met le doigt sur la plaie.
Sauf que il n'a aucun respect pour sa propre langue. Puis il veut la défendre, mais il fait pas pour que ce qu'elle rayonne. Tu donnes l'exemple, quand même. Dans ce sens, il a un penchant trop facile dans les raccourcis vulgaires, alors qu'il a la culture nécessaire pour faire ce que je pouvais faire en histoire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par... Il y a un raccourci trop vers le vulgaire. Tu sais, vous, dans des émissions, vous arrêtez pas d'insulter du monde en les traitant de cette grosse cochonne ou de grosse épaisse ou des affaires de même. Tu sais, c'est quoi vous voulez dire? Ouais. Moi aussi, j'ai parlé des grosses toches qui allaient jouer à Kanawake. Il y a des petites toches puis des grosses toches. Et comme on a beaucoup d'émissions de nourriture, ben ça fait des grosses toches. Mais c'est sûr que tu peux pas faire ça tous les jours. Là. Ouais. Ça m'est arrivé, moi, en avoir des images très brutales. Je pourrais dire que j'ai été d'une franchise brutale. Ouais. C'est ça, c'est la tarte à la crème dans le front. Et voici pourquoi tu en mérites. Mais vos boss, ils vous laissaient faire ça, de parler de même au monde, des envoyer chier. Tu sais, si tu te pognais avec un fédéraliste, il le traitait de ce petit crétin. Ben, c'est-à-dire que s'il était crétin, il fallait bien le dire. Mais les fédéralistes ne sont pas tous des crétins. Il y a eu Benoît Pelletier, le ministre des Affaires intergouvernementales Québec-Ottawa. C'est un constitutionnaliste qui vient de mourir. Et je l'aimais beaucoup, ce gars-là. Vous êtes un des rares libéraux que j'aime. Et il revenait. Quand j'ai fait ma dernière émission, il est parti d'Ottawa, venir me saluer. Mais c'était un libéral progressiste. Robert Bourassa, c'est un grand homme. Oh, non, il n'a pas fait, il a eu peur. Non. Il était peureux, sans doute. Il avait toujours peur de déplaire et d'être beurré. Ouais. Mais on lui doit la souveraineté énergétique à Robert Bourassa. Il a développé un filon. Moi, je vais axer sur mon identité en matière de puissance de l'eau que nous avons depuis 1962 avec René Lévesque et la nationalisation. Alors, ces libéraux-là, ils avaient tout mon respect. Mais ça, je vous écoute, puis on dirait la sincérité d'être honnête, de dire qu'est-ce que vous pensez, d'être sincère, d'être sincère dans vos propos. Non, mais ça a l'air d'être une valeur qui était très importante pour vous quand vous animiez. Exactement. De ne pas aller dans la complaisance juste pour... Ouais, juste pour entretenir puis faire rire que cave dans son troc. Bah. Mais la sincérité, moi j'étais un gars sincère et on m'a traité de voleur. Tout ce que j'ai volé, c'est du temps. Ce que j'ai volé, peut-être c'est un crayon sur le bureau du patron. À peu près tout ce que j'ai volé. On m'a traité de voleur. Il y a tellement de gratuités qui viennent d'une antenne ou l'autre. Et là, il faut que tu te débrouilles avec ça, puis ça te met dans la direction de la contestation juridique, puis la cour, puis les complications. Et le salissage, parce que quoi qu'on dise, il va toujours rester un fond. Moi, je pense qu'il y avait raison de dire. Mm-hmm. Alors, il faut jouer avec ça. Mais ça, mais genre, mettons, de dire les vraies affaires à un auditeur ou à un invité, de pas passer par quatre chemins. Tu sais, des fois aussi, c'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Est-ce que vous le faisiez pour donner un spectacle ou ou vous étiez vraiment honnête dans vos propos? Ben oui, c'était pour une prise de conscience. Les électrochocs. Pierre Bourgault, qui a été le plus grand orateur qu'on a eu dans tous les temps, après Henri Bourassa. Qui c'est ça, Henri Bourassa? C'est qui, ça? C'est un boulevard. Il m'avait dit une fois, des fois, on te déteste parce que tu nous donnes des coups de pied au derrière, à nous aussi, les Québécois, les indépendantistes. Mais c'était des électrochocs pour essayer de réveiller vous, bande de caves. Arrêtez d'être des caves. Arrêtez d'être des joueurs de quilles ou des joueurs de babillard. Il y a d'autres choses dans la vie. Mais notre culture est très limitée. On a pourtant des êtres forts, des artistes qui ont produit les Claude Léveillé, puis des Claude Gauthier, puis Gilles Vigneault, puis toute cette trempe-là qui appartient à une substance qui ne durerait pas 3 jours aujourd'hui.
Rouvrons les boîtes à chansons. Ramenons ces gens-là, ils n'attireront pas 30 personnes. Tellement les goûts ont changé, collectivement parlant, ont changé. Alors, c'est ce que je pleure à tous les jours. Je pleure parce que j'appartiens à une nation qui se laisse mourir. On n'est pas conscient qu'on est une nation qui se laisse mourir. On va disparaître. Ça va bien faire. Moi, en autant que j'ai mon yacht, le matérialisme nous a emportés. On a vanté avec Jacques Parizeau tous ces jeunes loups de l'économie qui ont reconquis une partie de l'économie pour le Québec, dans les victuailles, les Provigo, puis les métros, puis d'autres. Puis tout ça est disparu avec les nouvelles générations. On l'a vendu aux Ontariens, on l'a vendu aux Américains. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas une culture historique. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que ça a été de monter une entreprise, les géants de la victuaille, par exemple, je prends ça comme exemple, et de voir que tout ça s'écroule avec un chèque. Les Américains sont venus nous voir, ils nous offrent 14 fois ce qu'on pourrait avoir ici. Il y a quand même Provisoire, qui est un Québécois qui voulait acheter au Japon, là, un grand... Couche-tard, tu veux dire? Couche-tard, oui. Ouais, avec Alain Bouchard. Il ne s'est pas encore vendu. Est-ce que ça va venir? Je ne sais pas, mais si ça vient, c'est clair que la prochaine élection va être déterminante une fois pour toutes sur l'avenir du Québec. Nous allons passer en se faisant balayer, mais c'est pas certain qu'on se fait balayer, mais en se faisant balayer, nous aurons passé pour un peuple de lâches qui se fera dire par les mêmes Anglais qui nous disent « c'est pas grave, quand même, tu parles anglais, là, l'avenir. » Ils vont nous dire, ces mêmes hypocrites, « oui, mais vous n'avez même pas été assez courageux pour vous battre pour votre langue. » On l'a été dans le temps de Régis Chartrand. On l'a été dans le temps des centrales syndicales, la FTQ, la CSN, Gérard Larose. On l'a été aussi pour notre identité, l'amélioration de la connaissance, de la culture. On n'est plus sur ce champ de bataille-là. Alors moi, en vieillissant, je me sens de plus en plus. C'est vrai que je vieillis, je ne suis plus avec mon monde, mais je prends des cafés avec des jeunes, mes jeunes, pas des gars qui ont 45-50 ans. Chez Tim Hortons, c'est chez le peuple, je me tiens souvent là, à Verdun. Je jase, là. Ils sont pas... Ils vont élaborer une heure de temps sur la puissance du Canadien cet automne, avec tel autre joueur, tel autre, ils ont tous des noms, ça de long. Mais on ne peut pas avoir de Québécois. On n'est plus dedans. Mais comment se fait que les Québécois qu'on refuse chez le Canadien, ils deviennent des vedettes dans d'autres villes? La pression, sûrement. Ça peut jouer. Ouais. C'est quoi tu reproches, justement, aux jeunes, à la nouvelle génération, les plus jeunes, tu sais, du... Ben, je leur reproche d'avoir réussi à avoir un diplôme avec facilité parce que le professeur qui t'enseigne ou t'enseignait était faciliste, lui, avec. Il voulait pas de complications, mais ton diplôme n'a pas de substance. Il n'y a rien derrière le diplôme. On connaît... Je prends Radio Cube, qui a une très bonne équipe de gars et de filles forts et fortes. Ils ont quand même, eux autres, un fond solide. Alors avant, vous êtes superficiel. La radio était superficielle, des animateurs, mais il n'y avait pas de profondeur, disait-on. Mais aujourd'hui, eux, ils ont de la profondeur, mais ils n'ont pas de contenant. Le contenant ne ressemble en rien au contenu. Et le contenant, c'est un complément. Il est important, lui, avec savoir animer, être joyeux, suivre tes phrases, savoir parler avec des phrases courtes. Toutes des techniques qu'on nous a enseignées et qui, aujourd'hui, n'existent plus. Est-ce que c'est vous qui êtes sévère? Comment? Hein? Est-ce que c'est vous qui êtes sévère envers eux, envers les nouveaux, qui est exigeant, qui demande beaucoup? Ou au contraire, vous demandez... Non, c'est la base là, que vous demandez. Je subis avec passivité. Je gueule encore sur l'automatique.
Mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus. On a été emporté par une vague de courant qui est mondiale. La France, je pense pas que c'est pas américanisé. Si tu veux avoir un pays anglais, va à Paris, baptême. Okay. Mais... Fait qu'on n'est pas plus pire qu'un autre. C'est juste qu'on a embarqué dans ce courant-là. Oui, mais on est 7 millions. C'est ça qu'on a... Il y a 2 petits peuples sur la Terre moderne actuellement qui fait le contre-courant de cet envahissement universel et culturellement superficiel. C'est Israël, un pays de bagarreurs par contre, et l'Irlande. Les 2 ont une culture ancestrale que l'on enseigne. On va me dire c'est de la religion. Pas vrai. Il y a de l'histoire dans la religion. Si on connaissait l'histoire de la Bible, puis l'Ancien puis le Nouveau Testament, si on connaissait l'histoire de Jésus et de Judas et sa trahison, on verrait qu'il y a de la politique là-dedans. Mm-hmm. Mais eux autres, ils la savent, et par conséquent, ils ont rajouté à ça l'importance de devenir compétent. La meilleure armée au monde, les meilleurs scientifiques, les meilleurs médecins, les meilleurs Ça veut dire qu'ils ont eu une famille avec une étoffe culturelle très forte. Même chose pour les Irlandais, où l'Église catholique a encore une emprise, peut-être pas aussi forte, mais la connaissance de l'histoire d'un pays qui a souffert conserve, le Vietnam, conserve longtemps son désir de perpétuer. Mm-hmm. Et c'est pas nous. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de la rectitude politique. Ça m'amène à poser des questions sur la liberté d'expression. Aujourd'hui, avec qu'est-ce que vous voyez aller, là, est-ce que vous trouvez qu'elle est menacée, justement, la liberté d'expression, comparée à votre temps? Ou Je ne sais pas. Cube a quelque chose de beau, c'est que, comme je disais, ils ont de la profondeur, les gars et les filles qui parlent. Ils ont des vécus, ils ont lu, mais c'est le contenant qui est faible. Mais il en demeure pas moins que je ne suis pas plus optimiste pour Cube, quel que soit, sont rendus à 2,5% maintenant dans les cotes à Montréal. Non, je maintiens qu'on va être balayé et la radio va devenir un service quelconque qui est là essentiellement pour te donner quelques nouvelles fraîches. Non, mais je parle en général pour la liberté d'expression. Est-ce que vous trouvez qu'elle est menacée? Est-ce que vous trouvez que... Oui, elle est menacée parce que l'autocensure est devenue une mode. Ah ben ça, j'en parle pas. Lui, je l'haïs. Puis j'ai entendu ça, ces affaires-là. Hey, lui, il viendra pas à mon émission. C'est de l'autocensure. Pourquoi tu veux pas qu'il vienne à ton émission? Il a fait une histoire terrible, là. Ouais, ben je l'aime pas. C'est de la censure, ça. Et c'est répandu. Moi, j'ai eu maille avec un accrochage. Je peux pas en parler là. Mais pas un maudit média, à part des podcasts. Pourquoi? Il y a 10 ans, j'aurais fait lancer une tarte à la crème ou un suçon d'en face d'un politicien. Il aurait été 42 postes de radio pour m'appeler. « Hey, Gilles, tu vas nous accorder dans la vue. Moi, c'est arrivé, cette affaire-là. » Ben oui, j'avais un popsicle, je l'ai garoché d'en face. Ben bon! Mais tu vois que je ris du monde et de la société en même temps. Fait que le monde, ils veulent plus de débat? C'est quoi, s'ils ont de la misère avec le débat ou ils ont de la misère avec... Denis Lévesque a fait des débats. Je dois beaucoup à Denis Lévesque. Quand j'ai quitté en 2008 le journal, après 45 ans quand même, Denis m'a ouvert son micro, m'a fait faire des débats avec un constitutionnaliste, un jeune de l'autre génération. Ouais, Frédéric Bérard. Frédéric Bérard, un gars que j'aime beaucoup. C'est un bon voyou. C'est un voyou instruit. Et moi, j'aime les voyous. Alors, je suis moi-même un ancien voyou. Puis c'est que soit dans ton camp ou pas, tu t'en fous du moment qu'il peut être instruit puis qu'il peut débattre. Ouais. J'ai fait beaucoup de débats avec lui, à tel point qu'on est devenus amis. Mm-hmm. Et évidemment, dans l'intimité, c'est comme un joueur de hockey. Gordéard, Maurice Richard se détestaient. Mais l'été, ils jouaient au golf ensemble. Ils oubliaient leurs problèmes. Ou il est venu aux funérailles de Maurice Gordéard.
Alors, il y a un temps pour ça, puis un autre temps pour ceci. Est-ce qu'on est capable de faire la part des choses? Pas toujours. Mais on dirait qu'il n'y a pas de débat, tu sais, comme qu'il y en avait avant. Non. Tu sais, on dirait qu'il n'y a plus ça aujourd'hui, les débats. Puis même la plateforme est pas faite pour ça, tu sais, dans le sens, tu sais, hey, on a une demi-heure avec 12 minutes de pause. Ouais. Puis là-dedans, ben, on va traiter 3 sujets. Ben ouais, mais Chris, des fois, un sujet, 20 minutes, t'en auras crissement pas assez, là, tu sais. Fait que... T'sais, on dirait des fois, c'est là, je trouve que les médias indépendants ou complémentaires, les podcasts, on peut dire, où est-ce que là, le temps n'est pas c'est pas une contrainte de ça. Fait que. Mais c'est ça, on dirait qu'il n'y en a pas de débat, puis ça fait que, on dirait que le monde, se restreint dans leur camp. Ils sont campés là. Ils se parlent pas. Ils s'insultent mutuellement, indirectement, chacun de leur bord, mais il n'y a pas de communication. Non. Puis fait que c'est difficile d'avoir du respect, puis de... Non. Et ça revient à ce que je te disais en ce début d'entrevue, c'est qu'à tous les 10 ans, la facture change. Et elle tient compte du fait que le personnel qui occupe actuellement n'est pas allé plus loin que une lecture de 2 livres dans sa vie, le gars ou la fille. Ils sont superficiels, sont au niveau d'une lecture superficielle. Ils ne se sont pas intéressés à... Il y a des événements culturels à Montréal. Moi, je les annonce tout le temps. Allez faire un tour à... Je dis ça parce que je l'ai crié hier. Allez faire un tour à l'Hôtel Bonaventure. Il y a là une exposition qui va vous faire rentrer dans l'intimité... Oui, monsieur Vieux, on a entendu parler. Dans l'intimité du Titanic. Et c'est à voir. J'ai vibré, moi. Puis je n'ai vu des expositions sur le Titanic. Ils ont trouvé des artefacts, des objets nouveaux, avec les bathyscaphes qui peuvent descendre plus creux. Ils n'ont certainement pas trouvé le collier, hein? Le collier que la vieille folle a lancé dans l'océan. Oui. Peut-être pas une Canadienne, là, je ne me rappelle pas. Je sais pas, je niaise. Oui, il y a l'histoire du collier. Mais il n'y a pas d'animateur qui s'arrête à ça. Je suis allé voir un film hier. On n'a pas voulu parler des films les plus niaiseux, mais un film politique ou historique. Allez le voir, j'allais apprendre quelque chose. Il n'y en a plus. Est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Parce qu'on dirait qu'on est dans un air qui est très polarisant. Tu sais, que c'est comme ça, je disais. Là, tu sais, les camps là, sont séparés, personne ne se parle, tout le monde se déteste, tout le monde déforme les propos des autres. Tu sais, on dirait qu'il n'y a comme pas de communication. Là. Est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Un air aussi pas polarisé que ça? C'est plus intense. Dans mon temps, c'est sûr qu'il y en avait, mais on respectait le sujet que l'autre bord pouvait exploiter. On n'y a pas pensé, on aurait dû. Il y avait une conscience au moins de dire, ouais, il y a eu une bonne idée, lui, nous autres, on n'a pas eu. Là, actuellement, c'est la canisse vide. Et la télévision, pareil. Moi, quand je dis radio, puis télévision, journaux, c'est la même pareil, affaire. Les journaux. Le Journal de Montréal, c'est encore un bon journal populiste. Je lis vite. Mais tu regardes 8 des 10 cas de détournement de fonds, de viol, d'agression. Avant, on était là aussi. Les pénalités étaient plus sévères, peut-être qu'il y avait des avertissements plus forts. Tout est à refaire. C'est bon que tu m'amènes là-dessus parce que tous les chapitres et les allusions dont on a abordé tout à l'heure méritent une attention pour redevenir quelque chose de solide. Quand j'ai entendu Legault hier, il y a une révolution qu'il veut faire, là, lui, c'est intéressant, mais il oublie l'armée qui est en face de lui, qui va mettre du sable dans la machine, il ne réalisera pas. Mais ça, là, ce discours d'hier, c'était très radical, il l'a fait la première année. Puis il avait dit, moi j'avais dit, M. Legault, vous savez bien, vous ne réussirez pas, Ottawa va vous bloquer. Ouais, mais il faut que tu comprennes que autre époque, autre mœurs, ça a changé.
et ils sont plus parlables maintenant. Le premier show qu'il a fait, s'est fait rabrouer par Justin Trudeau, qui est la copie de son père, avec un sourire, la différence. C'est fini, c'est tu. 8 ans de temps. Et 8 ans plus tard, il arrive pour nous dire, il nous reste 1 an, on va faire ceci au chapitre de l'école. Tant mieux, si c'est vrai, c'est louable, mais il a oublié qu'il est rendu à la dernière année. Ses cotes ne remonteront pas avec ça. Il va choquer une partie de la population. Et en plus de ça, t'as eu 8 ans pour le régler, le problème. Mm-hmm. T'étais un homme indécis, un homme qui avait peur de déplaire. Là, on voit Paul Saint-Pierre Plamondon, un gars sympathique. Il a une belle image. Il est bien habillé, il est intelligent, il est instruit, il n'est pas extrémiste. C'est pas un ignorant, lui. Ouais. Mais il parle pas. Il y a bien des sujets qu'il met de côté qui n'en parlent pas, malgré qu'il parle du référendum. Moi, je pense que c'est une erreur, mais enfin. Mais il attire une nouvelle clientèle, des belles filles, des beaux gars. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis en maîtrise en économie. Moi, je suis au doctorat en histoire. Moi, je suis... C'est beau. Mm. Mais ces belles filles, ces beaux gars qui sont jeunes, puis on dit que les 34, 24, 34 ans sont attentifs. Mais il y a de la misère à croire ça, d'une part, ou bien les sondages sont bidons, mais léger est à 3% près tout le temps, ou bien, à la dernière minute, on va faire dans nos culottes, on va l'abandonner. Ouais. Ça va être ça. Mais tout à l'heure, tu as parlé de journal. Ça me vient à venir à te parler de journalisme, parce que c'est ça, tu as enseigné pendant... Ben, en tout cas, à tout le monde en parle, il avait dit pendant 12 ans, là, les communications, le journalisme. Fait que, qu'est-ce que tu penses du journalisme aujourd'hui? Ben, celui ou celle qui se destine... Tu vois des stagiaires au Journal de Montréal, La Presse, au Devoir, j'en ai vu. C'est des beaux gars, des belles filles qui ont réussi au-dessus de la moyenne leur dictée française, leur grammaire, et ils ont mieux étudié parce qu'ils avaient un but ultime, c'est d'aboutir d'un journal. Sauf que le journal, le papier, n'existe plus. Il est à la veille de disparaître. Ouais, c'est tout numérique maintenant. Ouais. Mais ils sont de cette génération-là. Ils devraient aboutir, mais vont-ils parler à 350 000 lecteurs, comme c'était le cas au journal il y a 10 ans? Ils vont parler à 25 000. Je suis journaliste au Journal de Montréal. Je suis reporter à La Presse. Non, moi, je suis un reporter au Devoir ou à La Gazette. Oui, mais tu parles à 12 personnes. Enfin, je ne sais plus. Il y a bien des choses où on ne peut pas donner de réponse exacte parce que la sociologie bouge tellement vite vers la facilité. Alors, la facilité vient éclipser l'idéal que tu t'es tracé. Ben, il y a eu une étude, là, peut-être 1 an, puis c'était du côté américain. Mais, tu sais, j'ai pas de la misère à croire que ça doit être un peu sensiblement pareil ici au Canada, que environ 67% de la population avait peu ou pas confiance en les médias traditionnels, tu sais. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça te fait de savoir ça aujourd'hui? Ouais, on recule au small is beautiful entre nous autres. Mais ce que je note, étant un exemple, le entre nous autres, dont tu fais partie, grossit. Moi, j'ai pas eu une invitation pour faire une entrevue depuis, je sais pas. Ah, il y a 2 ans, je passais à Radio-Québec, la Grand-Messe. C'était une bonne émission de variété avec des segments politiques sur l'actualité. Télé-Québec, oui? À Télé-Québec. Je l'appelle Radio-Québec, mais Télé-Québec. Mais à part de ça, j'ai offert à Radio... j'ai écrit à Télé-Québec pour faire une émission à caractère historique. Ils ne m'ont même pas répondu. Ah ouais. Il y a l'étiquette aussi qu'on t'accole. Alors moi, on m'a accolé l'étiquette de revanchard, puis de gars qui gueulent, et puis on n'aime pas son style de bagarre. Mais je pourrais être utile dans tes coulisses et attirer du monde bien plus que toi, tu peux le faire.
Mais j'écoute pas, puis ça les intéresse pas. Dans le sens d'ouvrir ta grande gueule là, sur des enjeux qui ont besoin d'être parlés? C'est ça que tu veux dire? Si on veut... Il n'y a plus de place pour des gars comme toi ici. Il a fait son temps. C'est ce dont je souffre. Mais je m'en fous. Je suis rendu à 85 ans, baptême. C'est encore chanceux que vous me voyez là et être capable d'avoir du volume pour vous animer un chat. Ouais. Du moment que j'ouvre ta bouteille d'eau, là, on est bien parti. Là. Voilà. Alors, c'est ça. J'aimerais ça, encore avoir une présence, mais j'ai été boycotté et boudé. Est-ce qu'il y a une partie que vous comprenez, que vous avez un peu couru après, ou est-ce qu'il y a une partie que vous comprenez là-dedans? Oui, mais c'est le temps de faire un bilan de carrière avec un gars comme Gilles Proulx. Je suis le gars qui est le plus vieux encore actif. Après Roger Beaulieu, dont je vous ai nommé, qui a fait 70 ans derrière un micro. Mm-hmm. Moi, je suis rendu à 63. Pas pire quand même. Je sais pas si je vais me rendre à 70, mais il semble qu'un gars comme ça, avec toutes les élucubrations, les gloires, j'ai eu des gloires aussi, j'ai été médaillé aussi, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai enseigné l'histoire de la radio au Mexique, au département français, à l'Université de Chicago, au département français, grâce à la fille de Rocky Brisebois, ça vous dit rien, qui a été un grand journaliste sportif. C'est des belles expériences, et en même temps, donner goût à ceux qui écoutent, qui est capable de tenir tout ce temps-là. Peut-être qu'il peut y avoir 1 ou 2 ou 3, 4. Rémi Villemur, qui va être au doctorat en histoire, il est à Cuba. Il m'écoute. Il appelle mon patron, je voudrais rejoindre Gilles Proulx. Alors, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Rémi Villemur, t'es un étudiant en histoire, bravo, content. J'aimerais ça te rencontrer. Je l'ai rencontré et je l'ai poussé un peu pour qu'il rentre dans la galère de Québécois. Et il me raconte, quand j'étais petit gars, le midi, j'arrivais à la maison, puis c'est toi qui gueulais. Mais des fois, tu ouvrais des parenthèses sur l'histoire. J'ai fait une multitude de sujets historiques à travers mon journal du midi. Je faisais pas rien que des coups de pied dans le derrière. C'est ça qui a été la force. Et je suis devenu un professeur d'histoire. Ben, je suis une infime source qui l'a allumé pour aller vers un idéal. J'ai rencontré Jean Pascal, un boxeur, un ancien champion du monde. Jean Pascal, qu'est-ce qu'il a en commun avec moi? Gilles, je veux te dire que le midi, ma mère t'écoutait et ça me fascinait de voir que tu nous faisais connaître des coins de Montréal qu'on connaît pas. Dis-moi, je suis encore un étranger. Jean Pascal, un gars de toutes les couches de la société, comme on voit. Ça, des histoires de même, j'en ai entendu 1001. Fait que l'atteinte des oreilles appropriées, c'est fait. Sauf que la masse n'est plus aussi grosse. Bon. Puis tu te sens boudé par la sphère médiatique? Ouais. Je lisais ce matin dans le Devoir, le journal. Je lisais dans le journal ce matin un historien montréalais, je m'oublie son nom, et puis il rappelle que, à propos des noms de femmes qu'on a donnés à Montréal... Ah, les stations de métro? Ouais, voilà. J'aimerais donc qu'on se penche chez Mary Carey. Il nomme tous ces noms-là, j'aurais aimé, et je travaille avec lui. Je suis dans la même entreprise, Québécois. J'ai publié un livre, il y a 2 ans, qui s'appelle « Les 60 femmes qui ont marqué l'histoire du Québec ». Je termine avec la plus bagarreuse, Pauline Julien. Et ce gars-là, je travaille avec lui. Penses-tu qu'il s'est abaissé? Il sait même pas. Alors, Carey Derrick, c'est une scientifique. Puis elle a un nom de rue maintenant, près du pont Victoria. J'étais en auto, ma curiosité. C'est nouveau, ce nom-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors là, j'ai fouillé. Quand j'ai fait le livre, j'ai découvert qu'effectivement, ça a été la première scientifique, première femme rentrée enseignante dans une université.
et combien d'autres. Mais il cite 3-4 noms qui est dans le livre de mes 60 femmes. On se parle pas. Tu disais tout à l'heure, on est chacun notre bord, on se parle pas. On perd pas notre temps à écouter l'autre, j'ai pas le temps. C'est le propre dans les émissions de radio. Il n'y a plus de solidarité. Moi, à CJMS, CKC ou à 98, il y avait encore un esprit d'équipe. Faut battre l'autre. On se levait le matin, là, on se pistonnait, se donnait des coups de pied au derrière pour dire on va battre Pasco. OK, la compétition, là. Ouais, c'était... Compétitif. C'était vrai, ça n'existe plus. Ben c'est ça, justement, en parlant de compétition, tu sais, tout à l'heure, vous en avez parlé avec les grandes gueules, dont André Arthur, là, tu sais, parce que moi, on m'a souvent parlé, j'ai pas connu ça, mais on m'a souvent parlé de la guerre qu'il y avait entre vous deux. C'était quoi ça, cette guerre-là? Ça ressemblait à quoi pour le monde qui savent pas c'est quoi puis qui en ont jamais entendu parler? Ça ressemblait à quoi, cette guerre-là, entre vous puis André Arthur? C'est avant de se connaître, il était en selle et il y avait un côté... Parce que j'étais premier. Il voulait me gruger. Ouais. Il voulait me gruger. Alors, il sortait des caricatures. Prou, il est sur le bras du Maroc, il va en France, il se vante d'être allé 12 fois au Maroc. Combien tu as payé? C'était méchant. Dans le fond, j'ai été invité par le gouvernement et c'est tellement vrai que j'ai aimé le Maroc à le dire. Je n'aimais pas que des batailles, des vulgarités. L'ambassadeur du Maroc à Ottawa est venu me voir un dimanche soir dans un gros gala à l'hôtel Bonaventure, justement, de la Chambre de commerce canado-marocaine. Le président de la Chambre de commerce m'appelle « Monsieur Proulx, que faites-vous dimanche? » Rien de spécial. « Vous allez venir à la Bonaventure, hein? Mais pourquoi vous me dictez? Je vous dis que vous allez venir, il faut que vous veniez, vous m'entendez? » Voyez-les. Il y avait la ministre de l'Immigration, Louise Arel, qui était là, que j'ai malmené, qui pense peut-être que je suis un sectaire, mais elle a découvert que j'étais un amoureux du Maroc. J'ai tellement vanté le Maroc et dit que c'est le plus beau pays, peuple accueillant, un peuple à l'abri des dangers, peut-être plus maintenant, qu'on m'a donné un certificat de citoyenneté honoraire du Maroc. OK. Je peux me vanter, traite-moi pas de raciste ou de xénophobe, j'ai été même fait citoyen honoraire du Maroc. Il n'y en a pas un enfant de chienne qui m'aurait fait un article en presse, Le Devoir ou Le Journal. « Hey, Proulx, on a entendu ça, il faut faire quelque chose là-dessus. » Les petits journaux à potins, là, devraient m'appeler. Personne. Ouais. Et ça, c'est de même, ça perpétue l'espèce de campagne de boycottage. Je me comparais en ondes à Fidel Castro. Je suis Fidel Castro, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que j'ai en commun avec Fidel? Je suis le gars le plus boycotté au monde. Fait qu'on vous a collé Et une j'ai étiquette. rencontré Fidel Castro. On vous a collé une étiquette, tu sais. Hein? On vous a collé une étiquette dans le front. Qui décolle pas. Ouais. C'est quoi, vous avez rencontré Fidel Castro? Oui. Qu'est-ce que c'est? À Montréal, j'avais fait des topos sur Castro et surtout au lendemain de la mort de Trudeau, il était venu à Montréal. Et j'avais fait un long reportage. Le même président de la Chambre de commerce marocain m'avait dit que je vais vous faire rencontrer Fidel. Ah oui, il avait entendu un long reportage que j'avais fait sur la révolution cubaine. Il était au consulat, puis il écoutait ça le midi. Ah, c'est honoré de voir que même les Cubains écoutent la radio de Montréal. Et ça s'était fait. Il dit, je vais tout faire pour faire rencontrer. Il dit, j'invite 7-8 journalistes de Montréal pour remercier les Québécois qui ont été parmi ceux qui ont répondu massivement à l'appel du tourisme pour venir à Cuba. C'est vrai que les premières années, l'ouverture s'est faite en janvier 1970. Et j'étais là. Et on occupait les chambres des Américains qui étaient propriétaires de ces maisons-là à l'époque du bordel. Il n'y avait pas d'infrastructure. Il y avait 2-3 gros hôtels, mais pas plus. Et finalement, oui, j'avais rencontré Fidel. Il venait inaugurer un gros complexe hôtelier. Et là, après 1001
test Le son. de bâton électronique, puis te passe à travers. Je vois ce gars-là, là. Je revoyais toute ma jeunesse. Lui, il a failli nous embarquer d'une 3e guerre mondiale. Mm-hmm. En réalité, c'était plus Khrouchtchev que lui. Ouais, Khrouchtchev puis JFK. Hein. Oui, on avait eu peur. C'est ça. Après avoir passé les barrières, là, on questionne. Je parle en français. Il y avait une fille qui traduisait. J'avais des écouteurs, là, je voyais bien. Et là, je demande à Fidèle, le fait, c'est aujourd'hui. C'était le même jour. C'était une bonne coïncidence. Monsieur le Président, étant donné qu'aujourd'hui, Bill Clinton a décidé d'ouvrir une ambassade dans vos murs, avez-vous l'impression que ça peut être entre vous et Washington le début d'un dégel? Et là, il est parti il était comme Michel Chartrand, que tu n'as pas connu, sans doute. Ouais, je sais c'est qui, Chartrand. Ouais. Ah, quand il trouvait que la question était stupide, il te tenait une demi-heure de temps. Et c'est un peu comme ça qu'il m'avait traité. Tu sais donc pas, espèce de naïf que t'es, puis fait depuis 1962, puis blablabla, puis la gestuelle, puis le ton. Je revoyais toutes les émissions de télé, on le voyait en extrait de temps à autre. C'était quelque chose. Ça m'avait fait vibrer. Puis j'ai fait une photo avec... Je vais dire à mon photographe, prends-moi en photo avec lui. Je vais avoir une photo. Pendant qu'il m'insulte. Ouais. Mais c'est ça, fait que... Pour en revenir à ma question initiale, tu sais, ça ressemblait à quoi cette guerre-là qu'il y avait entre vous et André Arthur? Tu sais, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? C'est que toi, tu parlais de lui dans ton émission, lui parlait de lui dans la sienne, ou vous faisiez je sais pas, j'ai avec le mot en anglais, un crossover, là, tu sais, que les deux vous engueulez sur vos mêmes émissions respectives? C'était quoi? Ouais. Mais c'est lui qui m'écoutait, parce que quand il a pris le micro, après une absence, il revenait au micro à CJLR et il m'attaque. Bon, c'est ça, je parlais tout à l'heure le Maroc et puis les billets gratuits. Puis j'avais beau dire, j'aurais beau y dire que je suis simplement invité, puis sur les 11 fois que je suis allé, j'ai payé 5 fois de ma poche. Ben, c'est la peine perdue. Mais c'est quoi, vous vous insultez, genre? Ouais. Vous vous traitez de gros appels? Le charognard m'a traité hier de bandit ou de voleur. C'était raide. Ouais. Mais, l'histoire, on va voir ce qui va répliquer. Parce qu'il y en a plusieurs à Montréal qui avaient les moyens techniques de le capter à Québec. Ouais. Mais ils traitaient tout le monde en caricature. Jusqu'à ce que j'aille faire un débat devant le CRTC, la Régie des ondes. Quelque part en Estrie, on nous avait convoqué les grandes gueules, Jean-Luc Mongrain, moi, Cournoyer, Arthur. Et là, je l'avais connu, il avait me donner la main. Et il dit, Gilles, je serais dur avec toi, mais il dit, j'ai tellement aimé ton frère qui est un grand radioman, et je sais que t'es de la même étoffe. Mais, ouais, c'était ça, c'était le charognard, puis le gueulard, puis il est rendu, il est même pas capable de garder une pièce dans sa poche. Il était rendu à 8 millions en économie dans son poste de radio à lui. C'était vrai, il se vantait qu'il avait 8 millions en banque grâce à son... Il avait acheté le poste. Ouais. Mais 8 millions n'ont pas duré. Comment est-ce qu'il a perdu ça, je ne sais pas. Mais on est devenus des amis. Puis le monde, c'est quoi? Le monde embarquait là-dedans? Tu sais, le monde avait une rivalité. Oui, il guettait comment est-ce qu'il va s'en défaire. Ouais. C'est des radios feuilletons à travers l'émission qui étaient beaucoup plus variés que ça. Mais on retenait, tu vois la facilité, on retenait coup de poing sur la gueule. Ouais. As-tu écouté Blue? Aujourd'hui, il a donné une volée. Oui, mais dans l'autre volet, j'ai parlé de... C'est ce que j'ai expliqué quand il disait « Comment attribuez-vous le succès de votre émission, qui est une émission d'affaires publiques? » Je disais aux jeunes qui veulent se destiner, ne soyez pas qu'un reporter ferré et sérieux, parce qu'à force d'être sérieux, on va se tanner. On connaît à l'avance ce qu'il va dire. Ne soyez pas un animateur qui n'est que rigolo, parce qu'avec ta rigolade, tu perds ta crédibilité. Alors, c'est un mélange des deux. Modestie, parce que je vais l'entendre, il va pogner un tel. Là, il y avait ça. Ah, ben, je suis entendu, j'avais parlé, j'avais dit un hommage, un tel à la mort de... je sais pas. Alors...
Il représentait quoi, André Arthur? Il représentait un géant de la radio. Quand il est mort, j'ai été le seul. On aurait dit que les journalistes étaient contents. Il est mort encore une fois dans l'adversité. Et puis... Ça fait pas tant longtemps, c'est en 2022 qu'il est mort. Ouais. Moi, j'avais rendu un hommage, je disais que c'était un très grand communicateur. Ouais, le maître du micro, là, la femme. Je sais pas si t'avais dit à Radio X. Là. Ouais, mais ça, c'est longtemps après nos engueulades. Mm-hmm. Le seul défaut qu'il avait, c'est qu'il avait tendance à entrer trop souvent dans la vie privée. Il était allé à Oka. Moi, j'étais allé à Oka. Je les ai bavés à Oka, puis je suis allé à Kanawake. Je suis monté sur le toit d'un garage. Il y avait 3000 personnes en bas, puis l'autre bord de la rue, c'était Kanawake. Il était là en mitouflé avec sa mitraillette. Je dis, vous pensez qu'ils sont forts, hein? Vous autres, vous êtes des peureux, vous êtes des lâches. Vous pensez qu'ils sont forts, hein? Tiens! Je le regardais de même. Puis je faisais le signe. Puis là, il m'envoyait la main. Le Mohawk. Tout en mitouflé avec sa mitraillette. Et après ça, la chambre de commerce, le Châteauguay m'avait invité. Parce que j'étais le seul animateur avec Claude Jasmin qui est à Lyon dans le sens contraire. Moi, quand j'entendais des hosties de fous, de folles, on leur doit beaucoup, on leur a volé le territoire. Ils savent pas qu'on a été invités à partager le territoire. Puis c'était pas leur territoire à eux, ils étaient pas là. Il y a rien que la folle à Valérie Plante qui continue à nous passer sous le tapis cette culpabilisation qu'on leur a volé le territoire. C'est une ignorante crasse. Il y a eu 12 historiens chevronnés, docteurs en histoire. On n'écoute pas. Elle a encore continué hier à nous parler du vol du territoire. C'était vrai quand Jacques Cartier est venu. Il a été très bien reçu à Hochelaga, au lac des Castors et au belvédère du Mont-Royal. C'est là qu'ils étaient. Et quand il a regardé avec splendeur où est le chalet et le Parc Canada, quand Parc Canada fait une recherche, c'est sérieux. À désigner cette place, nous sommes presque sûrs que c'est ici que Jacques Cartier a admiré le panorama qui s'offrait à nous à partir du chalet. Alors, il regarde ça, puis il est ébahi par la richesse faunique de voir les animaux qui sont partout, de voir la pureté de l'air, il n'y a pas de doute, de voir cette densité de forêt avec des arbres de toutes les familles. Il voit le mont Saint-Bruno au loin, puis le mont Saint-Hilaire, et il y a un de ses soldats qui est à côté de lui, puis il touche l'épaule, puis il dit « Regardez à droite, il y a des écumes blanches. » Et là, le gars, il lui dit « La Chine. » La Chine a adopté ce nom-là pour fonder la petite ville de la Chine, mais la réalité, c'est qu'il recherchait la route des épices vers la Chine. Il pensait qu'au-delà de ces écumes, on aboutirait à force de pagaille et de travail en Chine. Mais ça avait trompé. Voyez-vous, je faisais de la pédagogie en racontant ça. Mais ça, on en revient avec André Arthur parce que j'essaie de connaître c'était quoi ces époques-là de grande gueule. Tu sais, t'en as parlé entre autres là, avec Jean-Luc Mongrain. Tu sais, ça aussi, ça a été un autre grande gueule. Lui, plus à la télé. Là, ouais, il était plus grimaceux. Ça veut dire quoi, ça? Ah, ben, il faisait les yeux. Ah oui, très caricaturé. Ouais. À un moment donné, il y a un gars, il avait poigné un gars avec un serpent. Ça a duré une demi-heure. Là, je lui ai dit qu'il a pris son revolver, il l'a sorti de ça. Il l'a monté, bang, bang, bang. C'était des gestes de grande gueule, ça. Oui, ou les écureuils, là, à un moment donné, il avait parti là-dessus, là. Les écureuils à Montréal, là, parce qu'il y en a un qui a donné des pinottes. Ouais. Faut pas les nourrir, il y avait ça. Ça a ramené les renards, on en a à l'île des Sœurs. Fait qu'on en a plus vraiment, c'est ça, de ces grandes gueules-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir, à un moment donné, ils vont ressurgir? Ou c'est une époque qui est révolue? Je suis pas certain que les sorciers de la radio vont dire... Moi, quand j'ai commencé le journal du midi, j'avais piqué quelque part. J'avais vu Good Morning Vietnam. Le gars me ressemblait. Je vois
Roland I.A. Tremblay, c'est quoi son vrai nom? Michel Barrette. Travaillait le matin chez nous. Il rentre, il dit, Gilles, il dit, je t'ai vu hier au Palace. Ah oui. Il dit, va voir ça, t'es dedans. Je suis allé voir ça. Robin Williams. C'était bon. Alors, les moqueries, puis les jeux de bouche, puis d'hélicoptère, puis au coin de la... Il y a une bataille qui a commencé au coin de la rue, puis il y a une grande foule. Je sais pas c'est quoi. Alors, il gesticulait beaucoup, et j'ai commencé à apprendre ça. Mais là, Rénal Brière, qui était mon patron, il dit, ça va durer le temps des roses, ça, Gilles. Ça a duré 20 ans. Ah, vous saviez déjà que ça allait pas être éternel? Ouais. Mais parce que je l'adaptais avec les nouvelles situations. J'avais les sondages scientifiques. Je mettais tout ce qu'il y avait de crackpot dans la société pour rire des maisons de sondage, en le fond. Alors, aujourd'hui, Mme Martin, ça va bien ce matin, Mme Martin? Oui, ça va bien. Une grosse bonne femme du parc Belmont. Tellement qu'elle travaillait mon imaginaire. C'était un commerçant de la rue Wellington. Il m'avait donné une liste. Il dit, moi, j'ai des clients de toutes sortes. Il dit, c'est incroyable. Il dit, fou. Il dit, donne-moi ça. Il y en a des drôles là-dedans. Puis il a fait des crochets. Oui. Fait que j'avais appelé Mme Martin. Puis les premiers temps, mon tabarnak avec ta pied ici. Fait qu'à force de l'achaler, la police m'a appelé. J'ai dit, Monsieur Proulx, on a une plainte de Mme Martin. En principe, on pourrait agir, alors nous vous demanderions de la mettre de côté. Mais moi, je la voulais, je la trouvais tellement bonne. Elle m'a attiré l'auditoire. Mme Martin, c'est Gilles Proulx. Oui, j'ai dit là, on veut vous valoriser. Vous méritez un cachet. À chaque fois que je vais vous appeler, est-ce que ça vous tente de participer? Oui, un cachet. J'ai dit, je pourrais aller souper chez vous ce soir? Oui. Je m'en vais avec mon marchand qui m'avait donné la liste. On allait chez Mme Martin, puis elle était avec son chum. Et moi, une guitare, puis il avait le nez bloqué. Oh, c'est exactement l'image caricaturale que je m'étais faite d'elle. Je rentre là, puis là, elle dit, excusez, elle dit, vous avez fait du barbecue au Saint-Hubert. On aimerait mieux le Kentucky. Hein? On a changé ça pour le Kentucky. Oui, mais il y a de la panure là-dessus. C'est moins bon, Mme Martin. Moi, ça me fait rien. Fait que le Kentucky arrive, on commence à souper. Puis elle avait la télévision à tue-tête à TVA. Je dis, pourquoi j'écoutais TVA? Je travaille à TQS, moi. Elle avait mis à TQS. Elle est devenue une fidèle de TQS. Et là, les gens me disaient que j'exploitais des gens, la naïveté des gens. La méchanceté n'a pas de limite dans l'imagination. Dans le fond, j'ai été un stimulant pour elle de valorisation. Premièrement, je disais, maintenant, on va vous donner un petit quelque chose quand vous allez faire... on lui donne 2 billets pour aller à la boxe. Hilton Wallet, de Centre Bell, les plans craqués. Elle avait 2 billets, puis le lundi, là, je me moquais de mon chroniqueur de sport. On n'a pas besoin de Joe Blow pour parler de sport. On a Mme Martin. Bonjour, Mme. Oui, bonjour. Vous êtes allé à la boxe hier, vendredi, puis, s'il vous plaît, mais vous m'aviez dit de prendre pour Alex Davidson, et puis les gens derrière moi, il y avait des côtes de Hells Angels. Elle était juste devant Mom Boucher. Non. Oh, des caricatures incroyables, par criait puis les autres criaient pour Ouellette. Des anecdotes, mais ça lui apportait une valorisation, parce que les commères autour, « Hey, Mme Martin, Madame Martin, il y a un commerçant qui aimerait vous offrir un gros dîner. » Je le savais, je voulais que le peuple la voie. J'ai dit, le restaurateur, j'aime la frite, aimerait donc ça, vous payez un repas. Très bien, Mme Martin, on va vous organiser ça. C'est lundi. Le repas a lieu mercredi. Lundi, mardi. Ceux qui veulent voir Mme Martin, vous demandez ce qu'elle a l'air. Bon, ben, vous avez rendez-vous mercredi à Verdun, rue Strathmore, chez J'aime la frite. Pendant ce temps-là, vous voyez comment c'est que c'est? Il y a un gars qui écoutait. Monsieur Proulx, il dit, je suis monsieur Jean Allard. Il dit, moi, j'ai une flotte de
de Mercedes blanche et noire. Et il dit, on pourrait peut-être donner une valeur à Mme Martin. On va l'amener en limousine. Et là, j'appelle Mme Martin. Mme Martin, vous êtes chanceuse. Vous allez être comme un ministre. Le monsieur Allard, pas les ambulances, des limousines, veut vous amener. Hey, elle n'avait jamais vu ça, là, cette pauvre femme. Elle rentre là-dedans avec son mari, sa guitare. Moi, je suis dans l'expo, je vois l'expo dans l'expo à la ronde. Moi, j'ai fait 10 ans à la ronde. Bon, c'est bien. Et elle s'en va. Bon, là, j'ai dit, ceux qui veulent voir Mme Martin, elle est là. Depuis midi, vous irez. On va avoir un rapport tout à l'heure. À 12h30, le gars m'appelle Gilles. Il arrête d'annoncer. Il dit, on vend pas un hostie d'hamburger. Il dit, c'est toute la lignée du trottoir du restaurant jusqu'à l'autre coin de rue. Des gars qui voulaient l'avoir. Un autographe. Pour Mme Martin. Imagine-toi la valorisation psychologique qu'elle a connue, cette pauvre femme. Après ça, il y a un gars, Jean Poirier, qui était un gérant de spectacle. Il m'avait embauché pour faire des spectacles à partir de mes personnages. Ah, mais juste, c'est parce que j'aimerais ça qu'on poursuive avec d'autres questions parce qu'on va mais manquer je vais de juste temps. terminer ça. OK. Ça, le restaurant J'aime la frite a amené Mme Martin sur la scène à Saint-Jean-sur-Richelieu où j'animais à l'hôtel L'Auberge des Gouverneurs la revue du monde fou de Gilles Proulx. Mais des fois, il n'y avait pas assez de monde. Alors, en annonçant, Mme Martin va être là samedi, vous êtes invités. C'était plein. C'était rendu une vedette, là. Oui, elle te prouve que... Puis quand j'ai quitté, elle a quasiment eu une peine d'amour. Pauvre femme. J'ai fait du bien, dans le fond. Comment étiez-vous vu par les autres animateurs de radio? Tu sais, parce que vous aviez votre style, mais tu sais, ceux qui parlent avec un français là, très impeccable, aucun gros mot, aucun, tu sais, très radio-canadien. Là. Comment étiez-vous vu par vos autres collègues? Devant moi, j'étais des admirateurs. À CJMS, assez cassé, au 98. La salle de nouvelles, c'était mes amis. Je peux pas dire que... Il y en a qui me disaient, j'aimerais donc ça être capable de faire ce que tu fais. Ça prend de l'audace. Ça prend aussi l'évaluation que tu vas te couper de beaucoup de monde. Le prix à payer. Le prix à payer, puis les patrons qui, dans les autres antennes, t'embaucheront pas. Mais, règle générale, il n'y avait pas de cette jalousie-là. Même Arthur, qui est devenu un copain après, il disait, t'avais un style que personne n'avait. Mais lui avec, mais dans une autre présentation. Et la preuve, c'est quand j'ai quitté, en 2008, il y a 10 ou 12 postes de radio qui m'ont appelé, on veut vous avoir, t'as tes 5-12 minutes, mais c'était... Des chroniques. Hein? Ouais, partout dans le bas du fleuve, Lac-Saint-Jean, Sherbrooke. Ça a été une belle appréciation. Ce qui déplaît, c'est que je dois faire peur. Ben, j'ai fait l'avocat de diable à la télé avec Gendron, puis ça a viré à l'émeute. Ouais, ça a été le coup fatal. Là. Ouais. C'est des accidents de passage. Tu prends ça, ma femme n'en revient pas. Elle dit, ça t'empêche pas de dormir. Pas tout, absolument pas. Mais j'ai une carapace très solide que j'ai cultivée à force d'années. Parce qu'au début, quand quelqu'un téléphonait au poste de Montmagny ou à Matane, Monsieur Proulx, je suis professeur au collège. On ne dit pas ça comme ça, mais on dit que si. Je faisais attention, mais ça m'agaçait parce que je disais, en lisant ou en parlant, il doit y avoir un enculé qui m'écoute et qui va... Alors, mais... C'est drôle parce que c'est le mix entre, tu sais, de quelqu'un de très cultivé, puis genre le gros joual parlé du quartier ouvrier, là, tu sais, comme mixé ensemble. Ouais, j'étais là et ce gros enculé m'a fait chier. Ouais. Ouais. Mais j'utilisais pas d'anglicisme. Je disais que j'aimais la langue, il fallait que je donne l'exemple. Ouais. J'avais un langage passe-partout. Quand on parle des grands de la radio, ben tu sais, faut aussi parler du Doc Mayou.
sais, qui a fait énormément parler. Beaucoup. Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Oui, ben je le croisais, il finissait à 11h, 11h30, je rentrais. Je t'ai écouté tout à l'heure, t'as bien fait. Il m'aimait bien parce qu'il me trouvait audacieux, puis les Québécois, c'est leur lacune collectivement de manquer d'audace pour ne pas avoir peur de choquer, d'avoir des vérités choquantes parfois. De mettre des mots sur les choses. C'est tellement vrai que lorsque j'ai quitté 2008, Radio-Canada, qui m'a toujours boycotté, moi je pourrais te citer, là, Alain Gravel, 4 exemples de censure, puis m'invite plus. Mais c'est eux qui m'invitaient. À un moment donné, Catherine Perrin, elle fait le samedi une émission que je ne manque jamais. J'adore cette femme, sa diction, sa voix, son amour de la langue et des grands chanteurs. Un samedi, elle va valoriser Claude Gauthier. L'autre samedi, c'est Charles Trenet. Un autre samedi, c'est une émission du samedi seulement. Et elle m'invite à son émission. Elle dit, Monsieur Proulx, je vous ai invité parce que j'aimais bien, puis je trouve qu'il y a tellement de contradictions dans votre personnage qu'il faut savoir saisir. Elle dit, puis elle me glisse en passant, elle dit, je suis musicienne dans l'Orchestre symphonique de Montréal. Hey! Catherine Perrin. Je l'embrasse ici. Et Simon Dulivage. Simon, moi, je le voyais, salut, bien vite, puis je parlais pas. Simon m'appelle, Gilles, je veux t'inviter à mon émission. Avec plaisir, j'arrive là. Fait qu'il commence à me questionner. On parle de choses et d'autres, puis de la liberté d'expression. On s'attarde là-dessus, à telle des frontières, des barrières. Il dit, en tout cas, Gilles, il dit, pendant la pause publicitaire, ou je sais pas si c'est une pause quelconque, il dit, calisse que je t'écoutais, que je t'enviais. J'enviais tellement ta liberté et toutes les expressions que j'aurais voulu dire à Radio-Canada, où est une radio de fesses serrées. Simon Dulivage, vous a dit Simon ça? Dulivage. À Télé-Québec, pareil, un jeune animateur m'avait invité. C'est cette audace que tu avais. Mais j'ai dit, moi, j'ai toujours pensé que vous me critiquiez, vous vouliez me jeter aux poubelles. Pas du tout. On t'enviait parce que t'avais pas peur d'utiliser la liberté et dans un cadre où tu défiais la direction, mais ça passait parce qu'il y avait des résultats. Ça te dit quoi, des beaux ça? souvenirs. Hein? Ça te dit quoi, ça, sur Notaire, ça? Ça dit quoi? Ça vous dit quoi, ça, sur Notaire? Tu sais, qu'on vit, là? Ah oui, après? Ben, tu sais, qu'il y en a qui s'empêchent, tu sais, l'autocensure, c'est encore pire que la censure. Hein? Oui. Ça me confirmait que l'autocensure est intense. Radio-Canada, c'est une officine de propagande. On pose un se cacher de ça. C'est épouvantable. Mais moi, qu'est-ce qui me fait chier, c'est qu'il y en a des fois qui vont me regarder de haut en disant « Toi, avec ton petit podcast de sous-sol, tout ça. » Moi, d'un, je me considère pas comme un média, tu sais, fait que ça me dérange pas, puis ça me fait rire à la limite, là. Mais que eux, par exemple, s'autoproclament comme étant objectifs, comme étant des sources fiables, puis ça, par exemple, ça me fait chier. Les grandes sources de l'évolution de la société, grâce à toi, le faiseux, puis toi... Hey, man, Chris, t'es pas le premier là, qui traite de propagandeux, là, tu sais, eux autres, fait que... C'est donc vrai. C'est donc vrai. La censure, j'y ai-tu goûté, moi, à la censure à Radio-Canada. Arrive l'anniversaire de la crise d'Oka, il y a 2 ans. Gilles, tu nous as coté. T'étais un gros joueur, on t'écoutait, nous autres. Hein? Ben oui. Alain Gravel, j'avais été son patron chez KVL. Il était rendu grand reporter à Radio-Canada. Un bon gars. Mais une marionnette. Il dit, où est-ce qu'on fait ça? Je dis, on fait ça à la porte de Kanawake. Amène-moi à Châteauguay, là, il y a une pancarte. This is the Envied Land. Mets-moi devant ça. Faites ça à la porte des Iroquois. J'ai raconté toutes mes histoires. Et à la fin, ça dure 1 heure. En tout cas, il dit merci. Il voulait me faire dire, je l'ai vu tout le long de l'émission, à 1 heure d'entrevue, que j'avais été raciste. Je dis, je suis pas raciste, je suis un fier Québécois. Je déteste les racistes, mais je dénonce l'hypocrisie culturelle de l'autre groupe. Et on termine l'entrevue, il est comme déçu. En tout cas, merci beaucoup. C'est du bon stock là-dedans. Ouais. Mais la petite connasse réalisatrice, elle a 32, 33 ans.
Elle était derrière comme. En tout cas, moi, je vais prendre le micro. J'ai une question à vous poser. Oui. Elle dit, vas-y. Fait que là, je la regarde de même. Elle gravait le temps de même, je la regarde de même. Elle dit, en tout cas, moi, c'est pas moi, mais c'est mon père, il me l'a dit. Il habite à Ville-la-Salle. Et puis, vous avez été celui qui a encouragé les gens à garrocher des roches sur les voitures des Mohawks. Je dis, mademoiselle, je l'attendais, celle-là, imaginez-vous donc. Elle l'a pas repris, par exemple. J'ai dit, comment ai-je pu lancer des roches et inviter les gens à lancer des roches quand j'étais pas en onde ce jour-là? Comment pouvez-vous me dire j'étais pas là parce que on était abonnés aux expos et on diffusait les matchs des expos. Et il y a une couple de matchs durant l'été qui commençaient à 1h. Alors, elle a bien dit. Là, il m'a appelé, il me dit, Gilles, on a trop de stock, on passera pas l'émission. Voilà. Ouais. Alain Gravel se sent mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Alain, Gilles, il dit, je veux t'inviter à la radio. Il dit, je fais des portraits à la radio. Ma recherchiste va t'appeler. Bon, comment? Où t'as été élevé? Tu fais-tu? Blablabla. 1 heure de temps. Alors, on vous voit jeudi, très bien. J'ai bien hâte de voir vos nouveaux studios, je parle encore. Ah oui, ah bon. Elle m'appelle le jeudi matin, Gilles, l'émission, on ne pourra pas faire l'émission. Alain a la COVID. Bon. Je le rencontre il y a 1 an et demi. Alain, t'es-tu sorti de la COVID? Il était mal à l'aise. Il y a un groupe, Marie-Claude... Bazot? Hein? Bazot? Non. Elle sort avec le député de Matane, une belle fille. Ah oui. Oh oui, avec Pascal Bérubé, là. C'est ça. Ouais. Elle fait des reportages. Nom? Puis c'est une fille qui m'aimait bien parce qu'une fois, j'ai lu dans la semaine une lettre. Pourquoi j'aime Gilles Proulx? C'est flatteur. Elle m'a dit, Gilles, je veux faire un reportage. Non. Il dit 3 volets de 30 minutes. Hey! C'est beau. J'en ai parlé à TVA et ils sont pas rébarbatifs du tout. Ah! Ça m'encourage, c'est bien. Fait que elle avait lu mes 2 livres là, de Claude Jasmin sur la radio. Puis, vous voyez qu'elle se préparait. Elle dit, je suis allé à Radio-Canada avant d'aller à TVA. Elle dit, il y avait un comité de 4 gars qui étaient là. Quand j'ai commencé à exposer mon affaire, elle dit, il y en a 2 qui se sont levés, puis on sacré le camp. Dès que j'ai prononcé votre nom, ils se sont levés, puis on sacré le camp. Il n'y a pas du boycott, ça? Une autre fois, à Radio-Canada, en tout cas, des refus de dernière minute. Mm-hmm. Est-ce que c'est arrivé juste à Radio-Canada ou à pas mal toutes les postes? Ben ici, ils font plus, à Québécois, ils font plus d'émissions d'affaires publiques. Mais eux, non, les autres, ils m'ont quand même donné une antenne avec les mémoires de Proulx ou la mémoire de Proulx. Mm-hmm. Mais ils n'ont plus d'émissions, comme tu dis, de structure accueillante. Il n'y a plus rien. Ouais. Mais c'était ça. Souvent, pas Proulx. Je vais revenir sur un bout de temps, parce que là, tu sais, je vois que le temps, il avance, là. Il y a un moment où une dernière controverse que tu as faite, qui a fait bien jaser, c'était contre Québec solidaire. Ah oui, j'ai fait une longue sortie contre Québec solidaire, contre Nadeau, Dubois Nadeau. Parce que j'avais vu que lors de l'assemblée de mise en nomination de leur candidat qui va gagner, dans Saint-Henri, un ancien comté péquiste, des Québécois, mais il y a de l'ethnique, là, maintenant, c'est plus pareil. Pas de drapeau du Québec sur la scène, avant de commencer. Et aussi, au lieu d'écrire « Assemblée du Parti égalitaire », égalitaire qui s'appelle? Solidaire. Solidaire, hein. Il avait enlevé le mot « Québec solidaire », juste « Assemblée de solidaire ce soir ». Pas de drapeau. Le dimanche soir, je vois ce petit Christ-là, il est chez Guillaume Lepage, il y avait un drapeau du Québec sur son habit. Un écusson, là? Ouais. Fait que là, le lundi, je te l'ai descendu à Martineau, à l'emporte-pièce. Là, il n'en revenait pas, ils ont eu des appels, je suppose. Et finalement,
ça va aller au conseil de presse, puis ça va aller au palais de justice. Puis effectivement, ils ont essayé de m'amener en justice. Je reçois un appel de la SQ, Mais c'est quoi vous aviez dit? J'avais dit, vous voyez l'illustration de ces hypocrites, cette bande de tartuffes, de bâtards et de malhonnêtes, et ça se dit des Québécois, Québec solidaire, mon cul. Ben voyons, vous l'avez. C'est ça que vous allez lire. C'est ça que vous allez avoir avec un Québec indépendant qui se dit indépendant. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment être fiers d'avoir voté pour ce parti qui est limpide et qui ne fait pas d'autocensure. Mais à Radio-Canada, en bonne petite tartuffe, Nadeau-Dubois avait son drapeau du Québec. Mais la fille m'appelle, la police, la SQ, elle dit, Monsieur Proulx, on a eu une plainte tout à l'heure. On est aux criminels, nous autres. Elle dit, ils savent même rien d'eux autres. Elle dit, ils sont venus déposer une plainte aux criminels contre vous. Finalement, ça m'a donné l'idée de sortir la bobine. J'ai écouté ça. Il n'y a rien de criminel là-dedans. C'est tout simplement... ça pourrait être civiliste. Parce qu'ils ont racolé 2 bouts ensemble. C'est ça l'affaire. Ouais. Tu sais, parce que plus loin, tu parlais des anglophones... Oui. Il avait rattaché un bout de la minorité manipulatrice. Ouais, c'était ça. Elle a parti à rire d'eux autres. Elle dit, je vous appelle, vous n'êtes pas vous inquiéter. Et effectivement, Nadeau avait annoncé... Fait que c'est la dame, la fille, elle vous a appelé pour dire qu'il n'y avait pas de stress là-dedans. Ben oui, c'est une fille de la Sûreté du Québec. Ah, ben, je suis très content de vous entendre, mademoiselle. Évidemment, vous, c'est encore plus sécurisant. Et, ah oui, ça se rend à l'Assemblée nationale. Le Parti libéral, comme de raison, des gars comme Proulx, on n'a pas besoin de ça à la radio, et puis l'autre, lui, ou elle, quelqu'un de son parti, il me blastait, entends-tu, ça, jusqu'à ce qu'arrive le député de Matane. J'ai écouté, nous aussi, on a écouté la sortie de Gilles Proulx. Heureusement qu'il est là, il est un libre penseur, et en même temps, vous n'êtes sûrement pas être en mesure de convertir l'Assemblée nationale en un tribunal. Et ça a clos le débat. Ah ouais, Bérubé a pris ta défense. Même le gros premier ministre. Legault. Ouais. De la haine, on n'a pas besoin de ça, nous autres, de la haine. C'est quoi, GND, avait-tu pleuré? C'était quoi l'affaire? Gabriel Nadeau-Dubois, il avait pleuré à l'Assemblée nationale ou... Ouais, mais je sais pas si c'est en rapport avec ça. Ah, ok. Pas sûr. Je sais que ça avait fait bien jaser, ça, cette histoire. Oui, ça, c'est allé... le Devoir m'avait apostrophé encore une fois. Le gentleman Gilles Proulx. Puis là, encore Nadeau, l'historien Nadeau. Il m'a descendu, c'était écœurant. Puis je suis allé 2 fois sur son émission quand j'ai écrit Pierre Bourgault. Mais Chris... de maudit cave, devrait reconnaître que je suis quand même pas un gars étroit d'esprit. Je t'ai invité pour parler de Pierre Bourgault 1 heure de temps. Il ne savait pas poser de questions. J'ai travaillé 20 ans avec Bourgault, Chris. Effrayant. Mais c'est les gratuités qui sont lancées il en reste toujours un fond. Mais par ailleurs, il y a un fond d'admiration générale. C'est Proulx. C'est le gars qui a passé à travers les tempêtes. Et j'aime beaucoup cette image. C'est un peu plus juste. Le gars qui a passé à travers les tempêtes où il y aurait eu 12 occasions de se faire couper la tête. Mais je trouve que ça termine bien le podcast aujourd'hui, ça. Oui, voilà. Trouve celui qui a passé à travers des tempêtes. Ouais. Fait que merci beaucoup d'être venu au WhatsApp. Tu reviendras si ça te tente. T'as-tu aimé ça aujourd'hui? C'était-tu correct? C'est bien, t'as bien fouillé. T'as une bonne mémoire et je t'en remercie. Ouais, j'essaie de travailler là-dessus. Tu vas faire des segments, quoi, Non, tout au complet. Ouais. Tout au complet, on garde ça de même, on coupe un petit peu le début, un peu à la fin, puis c'est parfait de même. Ah bon? C'est comme ça qu'on garde ça. Fait que merci beaucoup. Là, y a-tu un baguette? Je vais commencer en remerciant mes commanditaires qui est procafetière.ca. Gros merci de commanditer le podcast. Puis aussi, il t'offre une poche de café du WhatsApp Podcast que vous pouvez vous procurer au procafetière.ca. Je te remercie beaucoup. Et tâchons de bilinguer ça maintenant qu'on a un premier ministre qui est pour le bilinguisme. Ça a le temps de bilinguer ça.
WhatsApp, incroyable. La torréfaction. Torréfaction de la langue. Mais c'est beau quand même, hein? Ouais! C'est pas pire, ça te fait pas trop chier. Et là, c'est bon. Fait que peut-être tu vas pouvoir rester réveillé pour continuer à critiquer le monde puis tout ça. Fait qu'un gros merci. Si on veut te suivre, y a-tu un projet qui s'en vient? Y a-tu de quoi qui s'en vient pour vous? Ou, non? Rien du tout. Bon, ben c'est bien correct. Fait que je travaille avec ton ami Rémi, et puis le Journal de Montréal. Ouais. Fait qu'on peut te voir là. Ouais. OK. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Puis encore une fois, gros merci à Gilles Proulx d'être venu, de pas t'avoir cassé la gueule dans mes marches. Je suis bien content. Oui, ils sont dangereux. Merci beaucoup tout le monde. On se dit à la prochaine. Bye.